banquiers qui avaient imaginé des modèles très spéculatifs ont entraîné une récession mondiale. Un autre monde est-il possible ? Moi, j'aurais tendance à commencer en disant c'est le nôtre qui n'est plus possible. La démocratie, ce n'est pas uniquement le fait d'aller voter, encore faut-il voter pour des valeurs. Nous vivons dans un monde où les choses ne sont pas véritablement bien réparties et partagées. Je ne suis pas sûre que le seul progrès qui vaille soit l'accès au bonheur. Le bonheur de Voltaire, c'est il faut cultiver son jardin. De façon générale, on ne peut pas mieux faire qu'avec les anagrammes. Vous prenez l'anagramme de Carpe Diem, ça donne « ça déprime ». En neurologie, on sait que je ne peux prendre conscience du bonheur que si auparavant j'avais eu du malheur. Le bonheur, c'est la sensation de vivre ce à quoi on aspirait. Je crois qu'une des plus belles conquêtes de l'espace, c'est d'avoir pris cette conscience de notre planète. Il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour comprendre que 3 personnes ou 4 personnes dans une voiture, c'est mieux que 3 ou 4 voitures par personne. La révolution numérique, elle permet de faire des économies sur cette révolution industrielle passée. Qu'est-ce qui a organisé le monde tel qu'il est? C'est bien les êtres humains. Parce que l'école, c'est une chance pour nos enfants. C'est une chance. En 68, on revendiquait une certaine légitimité de la rue par rapport à celle des urnes. Les secours arrivaient toujours trop tard. J'ai un ami très proche dont la femme s'est radicalisée récemment. Elle a fait des études, des très hautes études. Elle avait un bon métier. Et que n'importe quel progrès technique conduit à une amélioration morale. Il me semble que plus personne ne croit ça. La société française, elle est en proie à un certain nombre de morcellement. Il y a des jeunes qui ont tendance à se radicaliser. Ceux qui veulent tenter d'instituer une société sans artistes ont du boulot. Le critique littéraire, après la sortie de Madame Bovary, a écrit « Monsieur Flaubert n'est pas écrivain ». Qu'est-ce qui vous fait choisir le sujet d'un roman? Cette accumulation des connaissances, il faut l'ingurgiter, il faut l'absorber, il faut la comprendre. Je trouve ça difficile de ne pas être optimiste. Évidemment, le défi qui nous arrive maintenant, c'est le défi du changement climatique. Je crois qu'il ne faut pas qu'on soit résigné, il faut qu'on soit des engagés. Et nous avons tous ce pouvoir de changer le monde. Les grands sages chinois, Bouddha disait, ils ont 2 immenses oreilles et une seule bouche, parce qu'il faut écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Je considère que l'allongement de la durée de la vie est une très bonne nouvelle. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que l'information scientifique circule et passe au grand public. Ces grandes villes, les gens ne viennent pas parce qu'ils trouvent du travail, ils viennent parce qu'ils viennent de campagnes qui sont ruinées. Je crois que savoir que l'autre, celui qui est en face de toi, possède des trésors qu'il peut t'apporter, quoi. C'est quoi l'amour qui va faire qu'on reste le proche de celui qui se fragilise? Comment ça marche l'amour? On ne sait plus. J'ai commencé la musique, je crois, déjà dans le ventre de ma mère. On demande de plus en plus à la recherche d'avoir des résultats à court terme. Je dis arrêtons ces logiques suicidaires d'austérité. Que la gauche, normalement, est liée au progrès. Croire au progrès, c'est croire que le futur peut être différent du présent. Je pense qu'avant mon exposé, cet exposé, vous aviez les idées claires. J'espère maintenant qu'elles seront confuses. Donc tout d'abord, un peu de contexte sur ce que c'est que ces rencontres capitales. Nous sommes à la 5e édition des rencontres capitales, qui sont un grand débat d'idées biennal, donc qui ont lieu tous les 2 ans, sur le thème des sciences, des progrès et des sociétés qui sont organisés par l'Académie des sciences. Pendant 48 heures, sous la coupole et dans la grande salle des séances dans laquelle vous êtes aujourd'hui, on fait interagir les principaux acteurs scientifiques, économiques, politiques et culturels en France, qui débattent avec 5000 spectateurs des grandes mutations de notre monde d'aujourd'hui. Ce débat, comme tous les débats des rencontres capitales, ont été préparés par un panel d'étudiants, de jeunes diplômés et de jeunes professionnels réunis par la communauté Nova. La 5e édition des rencontres capitales est également le premier événement de débat en France qui est accessible aux sourds et aux malentendants grâce à la Fondation pour l'audition. Et enfin, les rencontres capitales, depuis leur création, soutiennent la Maison des journalistes, résidence à Paris qui héberge et protège les journalistes réfugiés politiques du monde entier. Voilà pour le contexte un peu global. Et de manière plus précise, la présentation de ce débat aujourd'hui, dont le thème est la mutation technologique, start-up, industrie, quelle est la recherche pour demain. L'objectif d'aujourd'hui est de se dire que, au vu des révolutions technologiques, des avancées techno et de toutes les innovations auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, notre monde est de plus en plus bouleversé et va continuer à l'être. Que ce soit
dans sa transformation de l'organisation du travail, que ce soit via les nouvelles interfaces numériques, via l'apparition et le développement de plus en plus de l'intelligence artificielle, que ce soit via la multitude des objets connectés. On ne sait pas exactement vers où ce changement va nous conduire et à quoi ressemblera l'industrie 4.0. Quels seront demain les réels impacts du numérique sur les appareils de production? Quelle place y tiendront les robots collaboratifs, la réalité virtuelle, la recherche? Aujourd'hui, le sujet de ce débat, ce n'est pas d'être de manière très large sur quelles sont ces mutations technologiques, mais véritablement, demain, quelle est la place de la recherche? Qui fera de la recherche? Est-ce qu'on va avoir des nouveaux acteurs qui vont être présents? En France en particulier, est-ce qu'on restera sur de la recherche appliquée? Comment est-ce qu'elle sera organisée? Quels sont les atouts de la France dans cette compétition mondiale? Est-ce que les PME et autres startups vont pouvoir de plus en plus tirer leur épingle du jeu par rapport aux grands groupes français? Quels sont les programmes de recherche actuels qui vont bouleverser la vie des entreprises et la vie des citoyens demain? Où se situera la recherche dans 10 ans? Est-ce que ce sera dans les laboratoires, dans les grandes entreprises, dans les startups? Voilà à peu près les grandes thématiques de ce débat-là. Et je vais vous demander d'accueillir, par les applaudissements au fur et à mesure, nos différents panélistes, qui sont au nombre de 5 aujourd'hui, et qui représentent dans leur diversité les différents modes de faire de la recherche aujourd'hui en France. Donc tout d'abord, je vais vous demander d'accueillir Jacques Léviner, qui est professeur et directeur scientifique honoraire de l'ESPCI Paris. Qui a fait d'importants travaux de recherche sur les polymères, sur le développement de l'imagerie médicale et sur l'amélioration des performances de réseaux de téléphonie cellulaire. Il est le premier déposant de brevets privés français. Il en est à un peu plus de 1000 aujourd'hui à son actif, dont un nombre important a fait l'objet de développement industriel, notamment dans les systèmes de télécommunications. Depuis 2011, Jacques Léviner préside le fonds d'innovation de l'ESPCI Paris, qui encourage la création de start-up et vise à maintenir la compétitivité scientifique de l'école. Depuis 2012, il est également le doyen de l'innovation et de l'entrepreneuriat de l'université de recherche Paris Sciences et Lettres. Bonjour Monsieur Léviner. Je vais vous demander maintenant d'accueillir Didier Roux, qui est physico-chimiste, ancien directeur de la recherche de Saint-Gobain. Et membre de l'Académie des sciences. Il est spécialiste de la matière condensée. Il est entré en 1980 au CNRS. Son domaine de recherche a recouvert plusieurs aspects théoriques et expérimentaux de la matière molle, à savoir les cristaux liquides, les polymères, les colloïdes, les tensioactifs en solution, de la chimie. En 1998, il est nommé directeur scientifique adjoint de Rhône-Poulenc, puis directeur de la recherche et l'innovation de Saint-Gobain en 2005. En 2013, il est nommé président du conseil scientifique de l'ADEME et président du conseil scientifique de l'École nationale des ponts et chaussées en 2015. Titulaire de la chaire annuelle d'innovation technologique au Collège de France en 2016 et 2017, il est aujourd'hui membre de l'Académie des sciences et a obtenu de nombreuses distinctions, dont la prestigieuse médaille de l'innovation du CNRS en 2013. Bonjour monsieur. Je vais vous demander maintenant d'accueillir Axelle Tessandier, qui est fondatrice d'Axel Agency et auteur. Après avoir vécu 5 années au cœur de la Silicon Valley, Axelle Tessandier est revenue en France début 2016. Après avoir été directrice du marketing de la branche américaine d'une start-up Scoop IT, elle a fondé il y a 4 ans Axel Agency, qui est une agence de réflexion et d'action sur la transition numérique. Elle s'est notamment occupée de l'ouverture de la plateforme de crowdfunding Kickstarter aux start-upers et aux créateurs français, et réfléchit aujourd'hui aux grands enjeux du numérique, du management de l'innovation et de la génération Y. Elle défend ardemment les nouveaux usages du numérique, notamment pour réengager les citoyens. Elle est entrée au bord de l'incubateur Paris Pionnière en juin 2016, qui est un incubateur parisien et qui devient national en ce moment, qui soutient les femmes dans la création de leur start-up. Elle est aussi rôle modèle auprès de l'association Révèle, qui aide les jeunes filles de milieux populaires à trouver leur orientation. Enfin, et c'est son actualité récente, elle est également l'auteur du livre Une marcheuse en campagne, qui est sorti en octobre 2017, qui revient sur sa vision de l'engagement et raconte les peurs que l'on peut dépasser et les défis auxquels on peut être confronté dans l'aventure inédite qu'elle a vécue au sein de l'équipe d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Bonjour Axel. Quatrième intervenant aujourd'hui, je vais vous demander d'accueillir Daniel Couturier, qui est médecin, secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine. Donc, actuellement secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de médecine, Monsieur Couturier est hépato-gastro-entérologue. Il a eu une formation approfondie dans l'équipe du professeur Charles Debray à l'Université Paris 7.
Il a ensuite été nommé professeur des universités à Paris-Descartes et chef de service à l'hôpital de Cochin. Ses recherches ont principalement concerné la physiologie et la pharmacologie de la motricité digestive, la cancérologie digestive et la génétique des tumeurs intestinales. Bonjour Monsieur Couturier. Et enfin, je vais vous demander d'accueillir Frédéric Dardel, qui est biologiste moléculaire et président de l'Université Paris-Descartes. Après avoir été directeur du département des sciences du vivant au CNRS, Monsieur Dardel a rejoint l'Université Paris-Descartes en 2000 et il est devenu professeur à la faculté de pharmacie. Il a par la suite dirigé l'Institut universitaire Descartes Diderot, un institut transdisciplinaire entre les médicaments, la toxicologie, la chimie et l'environnement, qui est à l'interface entre ces quatre disciplines. Merci beaucoup. Jusqu'à son élection à la présidence de l'Université Paris-Descartes en décembre 2011, dont il est toujours à la présidence aujourd'hui. Frédéric Dardel est par ailleurs président du conseil scientifique de l'INRA et il représente la France au conseil de l'European Molecular Biology Laboratory de Heidelberg. Voilà. Un panel, comme vous pouvez le voir, assez diversifié, puisqu'on a des représentants d'écoles, on a des représentants du CNRS, on a des représentants du monde des startups, et donc ils vont pouvoir nous répondre de manière pertinente au futur de la recherche demain. Donc cette séance va se faire en 3 parties distinctes. Tout d'abord, moi en tant que modérateur, j'ai quelques questions à poser à nos intervenants aujourd'hui. Suite à ça, je vais laisser la parole aux panélistes qui ont préparé ces débats. Et enfin, on va vous laisser, à vous la salle, la possibilité de poser des questions directement aux différents intervenants. Voilà. Donc, en première question, et pour reprendre ce que je venais de dire, vous êtes représentant d'énormément de différentes manières de la recherche. Il y a de plus en plus d'acteurs sur ces secteurs de la recherche, de plus en plus d'acteurs qui sont de nature différente. Est-ce qu'avec cette complexification, avec cette multiplication des nouveaux acteurs, on arrive à avoir une recherche qui est plus pertinente, plus fluide, ou est-ce qu'au contraire, on commence à avoir de plus en plus de freins, de plus en plus de problèmes de communication entre ces différents acteurs? Donc comment fluidifier tout ça? Et quel est le rôle que vous pouvez donner au pouvoir public aujourd'hui? C'est une question que je vous adresse à tous. Donc si l'un d'entre vous veut commencer, on est partant. Il faut que quelqu'un débute. Bon, je ne crois pas que la multiplication des acteurs n'induise en soi de la complexité. Je pense que la complexité du système français, elle existe, elle est là, et je dirais, elle est là quel que soit le nombre d'acteurs. Ce sera sûrement évoqué dans la suite, mais la recherche française est de bonne qualité. Au niveau international, personne ne conteste la qualité de la recherche française. Ce qui est contesté, à juste titre, parce que les chiffres le montrent, et les chiffres sont objectifs, c'est la transformation de la recherche en réalité économique ou industrielle. Alors, ça fera l'objet d'éléments qui seront discutés plus tard, mais on voit qu'il y a une évolution dans la manière dont la recherche se transforme en réalité économique, mais, et j'y reviendrai à plusieurs reprises, la complexité n'est pas due à la multiplication des acteurs. Il faut au contraire essayer de garder une certaine fluidité et il faut à coup sûr enlever des blocages, on en parlera, qui sont totalement négatifs. Axel, tu veux rebondir ? Enfin, moi, je suis la seule ici, je crois, qui ne fait pas de recherche. Donc moi, j'ai juste la comparaison, par exemple, avec ce que j'ai vu aux États-Unis, par exemple, dans les universités américaines, où les partenariats privés-publics étaient extrêmement importants, les moyens aussi. D'ailleurs, notamment beaucoup de start-up aux États-Unis, dans la Silicon Valley, sont des projets universitaires. C'est-à-dire ils créent d'abord leur boîte, leur start-up, avant de quitter l'enseignement supérieur, ce qui est assez rare en France. Donc ça m'a marqué en fait sur le fait que les partenariats privés-publics et le rôle de l'université dans la recherche soient tout à fait assumés et que les moyens ne soient pas exactement les mêmes. Et je vais juste commencer par un exemple d'un ami qui a été nommé il y a 2 ans le meilleur jeune économiste français, qui s'appelle Camille Landé. Et moi, j'ai rencontré Camille Landé, non pas en train de faire de la recherche en France, je l'ai rencontré quand il était à Stanford, en train de faire de la recherche, ensuite à Berkeley, et ensuite à la LSI, à Londres. Il n'est jamais rentré, en fait, pour faire
pour faire sa recherche. Donc pareil, je ne pense pas que la multiplication des acteurs soit le problème. C'est plus les moyens, les conditions et en fait le fait que les acteurs doivent se parler, à mon avis, plus souvent. Vous avez parlé des pouvoirs publics, mais je pense qu'il y a un enjeu de partenariat privé-public. Alors bien sûr, on sait les conflits d'intérêts que ça peut donner, mais qui est extrêmement important. Je partage le point de vue qui vient d'être exprimé. En fait, plus d'acteurs, c'est plus d'opportunités pour travailler ensemble, d'une certaine manière. C'est quand on n'avait que quelques grandes entreprises, des champions nationaux qui faisaient de la recherche et développement, c'était plus compliqué pour les universitaires et les gens du monde de la recherche à monde de trouver des interlocuteurs pour développer leurs idées. Et c'était deux mondes qui étaient relativement cloisonnés. Ce qui vient d'être dit tout à fait vrai, c'est pas du tout le cas dans les universités américaines. C'est quelque chose qui change en France. Ça change pas assez vite probablement, mais ça change. Il y a de plus en plus de porosité entre les deux, et c'est quelque chose qu'il faut essayer de développer. Donc la multiplicité des acteurs, c'est pas un problème. Oui, concernant la recherche sur la santé, dans le domaine de la santé, c'est vrai que la multiplication des acteurs est valorisant fondamentalement. Le problème, c'est que ça suppose une réorganisation adaptée. Et je sais que dans les grands centres hospitalo-universitaires, on a vu se former des plateformes permettant à des groupes isolés de se retrouver. Et je pense que, indiscutablement, c'est une valorisation que la multiplication des intervenants. Oui, je voudrais commencer par redéfinir un petit peu recherche et innovation, parce que je pense que dans ce contexte, pour comprendre le rôle des startups, il faut avoir ça en tête. Alors, j'ai eu la chance dans ma carrière d'être à la fois un chercheur fondamentaliste, d'avoir été le directeur de l'innovation d'un grand groupe industriel. Ce qui n'a pas été dit, j'ai créé 2 startups dans les années 90, et donc j'ai vu un peu les différents microcosmes. Alors, dans les années 90, il y avait les startups en France, il n'y avait pas grand-chose. Alors, de ça, j'ai appris une chose, c'est que l'innovation technologique doit avant tout répondre à des besoins du marché, quand il s'agit du marché, ou de la société, quand il s'agit de la société. Donc l'innovation doit être tirée par les besoins, que ce soit de la société ou du marché. La recherche fondamentale, elle est tirée par la curiosité d'expliquer le monde qui nous entoure. Et il faut accepter que ce soit 2 objectifs radicalement différents. Ce n'est pas la même chose que de vouloir comprendre le monde qui nous entoure et de vouloir servir le marché ou servir la société à travers des innovations. Et si on n'a pas compris ça, on fait une erreur que tout le monde fait, en particulier les pouvoirs publics, c'est qu'on croit que l'on peut orienter la recherche fondamentale vers l'innovation technologique pour augmenter l'innovation. Et je suis personnellement absolument convaincu que c'est un contresens et que c'est contre-productif de faire ça, et je pourrais m'expliquer plus tard. Donc, dans ce contexte où la recherche fondamentale avance sur des bases de curiosité intellectuelle et de compréhension du monde qui nous entoure, ce que l'être humain a toujours fait, et que l'innovation technologique ou l'innovation tout court avance sur des réponses à des besoins, le vrai enjeu, c'est les passerelles entre les deux. Ce n'est pas d'assujettir l'un à l'autre, ce n'est pas de créer une relation de causalité de l'un à l'autre. C'est au contraire de mettre des passerelles à tous les moments pour que l'on passe, la connaissance passe de l'un à l'autre, les besoins passent de l'un à l'autre, et que les 2 systèmes, de façon synergétique, se servent l'un l'autre. Et de ce point de vue-là, la start-up est un court-circuit merveilleux. C'est un court-circuit merveilleux, Axel nous l'a dit tout à l'heure, de gens qui, partant de la connaissance fondamentale, ayant travaillé dans des laboratoires universitaires, ce n'est pas que ça les start-up, mais ça peut être ça, amènent cette connaissance directement pour servir des besoins du marché ou des besoins de la société. Et il existe d'autres techniques pour faire ces passerelles. Je déplore un peu, et ça sera, je vous laisserai avec cette pensée, et puis de nouveau je pourrai élaborer plus tard, le fait qu'on a créé en France de multiples structures soi-disant passerelles entre les deux, que ces structures construisent très souvent des murs plutôt que des ponts, et comme je le dis souvent, et on a en face de nous des médecins, enfin au moins un, quand il y a trop de médecins autour du malade, le malade meurt. Vous dites, il faut, on a créé. Aujourd'hui, quand vous dites ça, est-ce que vous faites référence à l'État français? Est-ce que vous faites... Absolument. Les IRT, les ITE, les SAT. Je peux vous faire une longue liste d'au moins 10 acronymes qui sont faits pour aider au transfert. Alors que ce qui aide au transfert, ce sont les personnes. Et donc si l'État, aujourd'hui, dans les solutions qui ont été proposées, n'ont pas apporté des bonnes solutions, est-ce qu'il doit continuer à avoir un rôle demain? Est-ce que quelqu'un d'autre doit avoir un nouveau rôle? L'État a un rôle, bien évidemment, mais pas de créer de multiples structures. Il doit aider les gens, aider les projets,
aider les startups. Alors, il y a eu énormément de projets, je ne suis pas que négatif. La France est devenue un paradis pour créer sa start-up, surtout si elle n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Mais... D'ailleurs, le premier investisseur français, le premier VC, c'est la BPI, c'est la Banque publique d'investissement. Donc c'est quand même très important pour les startups, la puissance publique est là. Il y a beaucoup de gens aussi qui disent que c'est l'État français simplement parce que beaucoup de start-upers montent leur boîte alors qu'ils sont au chômage. Et donc c'est vraiment l'État qui les paye pendant leurs premières années. Probablement que Pôle emploi est un des premiers angels de France, c'est sûr et certain. Pourquoi pas, c'est pas l'idéal, mais c'est vrai que moi j'en connais beaucoup autour de moi qui ont pris ce temps-là pour lancer leur projet. Et aujourd'hui, j'en ai un en tête notamment, qui a levé beaucoup de fonds, qui a des bureaux à San Francisco et à Paris, donc voilà, qui a réussi son pari. Et donc on assiste un peu à une redéfinition de la gouvernance de ce que c'est que la recherche, en France en tout cas. Est-ce qu'on est capable de voir, est-ce que c'est quelque chose un changement de fond qui évolue dans une direction ? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que de plus en plus, ça sera moins l'État qui va diriger ça, qui va être à la tête du navire? Est-ce qu'un nouveau capitaine va émerger? Moi, je vous pose la question aux panélistes. En fait, moi, je suis quand même très, très étonnée de voir ce qui se passe en Chine, quand même au niveau des brevets. C'est quand même très, très impressionnant, notamment sur la recherche fondamentale, l'intelligence artificielle, etc. Très, très subventionné par la puissance publique. Peut-on s'en passer, en fait? Doit-on se dire que l'État, finalement, freine? Alors, les structures, c'est autre chose, c'est la méthode. Mais les moyens, je pense qu'ils sont quand même nécessaires. Les États-Unis, moi, je trouve ça très bien qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment. Alors, c'est un autre sujet, mais qu'on va être le fer de lance, le paquebot, etc. Mais quand on regarde les brevets qui sont déposés sur l'intelligence artificielle, la Chine et les États-Unis, c'est même pas la France, je parle de l'Europe, est loin, 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 loin derrière. Donc, est-ce que c'est parce que nous, on est moins dans une culture du brevet, je me demande, de se protéger? Alors là, peut-être vous le savez, vous qui en avez déposé 1000, est-ce qu'on a moins le réflexe de se protéger là de cette façon? Mais ça coûte cher, en fait, la recherche. Et de l'autre côté, et sur les autres continents, la puissance publique est quand même très présente, notamment en Chine. Alors, en fait, je crois que c'est intéressant de définir, Didier Roux, à juste titre, montrer que la recherche fondamentale, c'est la recherche de la compréhension du monde qui nous entoure. Et ça, c'est une curiosité qui remonte aussi loin qu'on peut dans l'humanité. L'homme a toujours voulu, et quand vous comprenez que je dis l'homme, je pense à l'homme et la femme, bien sûr. Depuis toujours, l'homme a été curieux, il a voulu comprendre le monde qui l'entoure, pourquoi le ciel est bleu. Au début, les gens pensaient qu'une puissance suprême le peignait en bleu, et puis rouge le soir. Donc la curiosité humaine a été le moteur de la recherche. Et la recherche aujourd'hui, c'est la continuité de cette curiosité de notre environnement. La médecine, ça a été de la recherche exactement comme en physique, en chimie, en biologie. L'homme a voulu comprendre quels sont les mécanismes. Dans le cas de la médecine, ça avait un impact immédiat, ça permettait peut-être de soigner le patient. Mais le progrès scientifique était donc piloté par la curiosité, et uniquement. Les retombées économiques de ça, alors c'est là que je diverge un tout petit peu avec ce qu'a dit Didier Roux. Didier disait l'innovation est tirée par le marché, par la découverte d'un besoin. C'est l'une des sources d'innovation, mais il y a aussi celle qui vient spontanément d'un résultat de recherche. On a un résultat de recherche, on observe un phénomène, quelque chose de différent, qui ne colle pas avec ce qu'on connaissait. Évidemment, le chercheur ou son environnement peut être curieux et se demander à quoi ça peut servir. Et j'ai vécu beaucoup d'expériences de ce genre où, à partir d'une retombée, d'une découverte scientifique, on a été vers des applications. Dans certains cas, les applications, on n'en trouvait pas. On me demande parfois quel est le brevet que vous aimez le plus. Et je dis, c'est comme un enfant, un brevet. Vous les aimez tous, par définition. Et il faut ensuite définir qu'est-ce qu'aimait un brevet. Est-ce que c'est celui qui a rapporté le plus d'argent? Est-ce que c'est celui qui était le plus beau intellectuellement? Est-ce que c'est celui qui a sauvé des vies? J'avais pris dans le domaine des polymères un brevet, j'ai cru que ça allait être une révolution. On n'a jamais trouvé d'application.
Donc voilà un exemple d'une innovation qui venait du monde de la recherche, qui était géniale, mais il n'y avait pas d'application. Et ce n'est pas faute d'en avoir cherché, comme vous imaginez. Donc, l'innovation, elle vient à la fois de l'amont, et je pense que c'est très important parce que l'innovation qui vient de la recherche, par définition, elle est disruptive. Alors, les entreprises ont besoin d'innovation incrémentale. Vous fabriquez un produit, vous le vendez, vous avez besoin de l'améliorer, d'améliorer les matériaux, d'améliorer ses caractéristiques, son impact environnemental aujourd'hui, et ainsi de suite. Ça, c'est indispensable. Et donc, je ne critique évidemment pas l'innovation incrémentale. Mais l'innovation disruptive, c'est elle qui va permettre une révolution. Parce qu'elle va arriver dans un domaine où il n'y avait rien. Alors, peu d'entre cette salle ont connu le passage des photocopieurs sur papier photographique aux photocopieurs sur papier normal. Mais ça a été une révolution. Plus personne ne voulait utiliser de films photographiques pour faire des reproductions. Et Xerox, pendant 20 ans, grâce au brevet de Carlson, Xerox a eu le monopole de la photocopie dans le monde. Ils ne vendaient pas de photocopieurs, ils le louaient et on payait à la copie. Donc l'innovation qui est celle qui va porter des croissances phénoménales, très souvent, elle vient du monde de la recherche. Alors les Américains ont cet énorme avantage, et quelques autres pays aussi, Israël, un peu l'Angleterre, qu'il n'y a pas ces barrières à l'intérieur des universités et dans les réglementations, parce que la France est championne en réglementation. Il faut savoir qu'avant la loi Allègre, un chercheur n'avait pas le droit de faire partie d'un conseil d'administration. L'Air Liquide voulait recruter Pierre-Gilles Degène dans son conseil d'administration. Il m'avait demandé « Est-ce que tu peux t'occuper des papiers ?» Il a fallu remonter jusqu'au Premier ministre de l'époque, qui était une femme, pour avoir l'autorisation qu'il rentre au conseil d'administration. Un conseil d'administration pouvait avoir des banquiers, des philosophes, des écrivains, des industriels, mais un scientifique, non. Donc, il faut voir d'où on vient. La loi Allègre a été une transformation phénoménale, ça a ouvert le robinet. On devrait dire la loi d'Aubert-Allègre, en vérité, parce que c'est François d'Aubert qui l'a initiée. Il y a eu le changement de gouvernement, et c'est Claude Allègre qui l'a amélioré un peu et fait passer. Donc vous voyez, des blocages considérables. Alors, ça a été autorisé, ça, mais petit à petit, de plus en plus de choses ont été autorisées, mais encore aujourd'hui, qui a eu une idée dans la salle du temps que doit attendre un chercheur qui fait une déclaration d'invention à son employeur, c'est une obligation légale, pour avoir une réponse si son établissement veut ou pas déposer un brevet. Entre 3 mois et 3 ans. Donc comment imaginer qu'un chercheur va attendre pour publier ses résultats, même pendant 1 an, avec le risque que quelqu'un publie la même découverte qu'il l'a fait, ce chercheur, il fera ça une fois dans sa vie, il ne recommencera pas. Si on parle du futur de la recherche et sur quel secteur on va être capable de faire de la recherche, on entend beaucoup aujourd'hui parler de l'intelligence artificielle, on entend beaucoup parler des GAFA aujourd'hui, et beaucoup se disent que l'énorme majorité de la recherche sera faite par des grandes structures telles que les GAFA, notamment parce qu'elles récupèrent énormément de données personnelles sur les différentes personnes. Est-ce qu'on peut dire que les données sont du coup le nouvel or noir de la recherche à l'avenir? Est-ce que demain, les seules personnes qui seront capables de faire de la recherche sont celles qui ont suffisamment de données sur les personnes? Et est-ce que du coup, vous voyez une réduction drastique du nombre d'acteurs et une monopolisation de la recherche par quelques acteurs? J'interviens parce que ça fait partie de ce que j'appelle les fantasmes que l'on développe. On est là pour traiter les fantasmes également. Mais avoir des fantasmes, c'est très bien. Mais comme vous le savez, des fois, c'est mieux de ne pas les réaliser. Donc, non, il faut arrêter de dire ça. Bien sûr que les données sont une source de création de valeur. Bien sûr que les gens qui travaillent sur les données
en font des produits économiques et matériels, se construisent un avantage. Mais je pense que les GAFA, moi, je les vois exactement comme les grandes sociétés du début de l'ère industrielle, fin du 19e, début du 20e, qui se sont retrouvées en situation de monopole. Le vrai problème des GAFA, ce n'est pas les GAFA, c'est le monopole des GAFA. Donc il ne faut pas se tromper de combat. Ils ne vont pas dominer le monde. Ce qui est embêtant, c'est quand il y en a un qui est en situation de monopole. Je vous rappelle que la première loi antitrust a été faite en 1894 aux États-Unis, il y a maintenant plus d'un siècle, et que c'était justement pour répondre à la question du monopole, mais ça n'a pas tué l'industrie. Voilà. Donc oui, heureusement qu'il y aura de la recherche dans plein d'autres domaines que le traitement de données, les big data et l'intelligence artificielle. Il y aura de la recherche dans ces domaines-là. C'est intéressant, c'est passionnant, ça pose même des problèmes fondamentaux tout à fait intéressants, puisque vous savez que pour l'intelligence artificielle, si on s'aperçoit que ça marche assez bien, on n'a pas bien compris les principes fondamentaux qui font que ça marche. Donc il y a de la recherche fondamentale à faire, et pas pour aider l'intelligence artificielle, pour comprendre le mécanisme qui permet de faire marcher quelque chose qu'on ne comprend pas. Et très souvent d'ailleurs, dans beaucoup de cas, Jacques Le Winer vous a expliqué des cas où de la recherche fondamentale, on arrive à faire de l'innovation technologique, ce qui est vrai, mais il y a des tas d'autres domaines où l'innovation a précédé la compréhension fondamentale. Bon, donc voilà. Donc c'est pas un domaine, c'est très important, ça pose des problèmes économiques et ça pose des problèmes d'organisation de la société. Mais il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Et si on a peur du rôle dominant des GAFA, dans ce cas-là, il faut mettre les lois qu'il faut pour éviter qu'ils aient une position de monopole qui n'est évidemment pas une bonne position. Est-ce que vous pensez que c'est le gouvernement américain qui serait capable de mettre des lois comme ça-là ou un alors gouvernement là, mondial? Il faut comprendre ce qui a changé par rapport à 1894. Comme certains d'entre nous le savent, les choses ont un peu évolué depuis 1894. Et une des choses qui a évolué, qui pose un problème de l'organisation, c'est comme on l'a très bien vu dans le système de fonctionnement des GAFA, ce n'est pas la loi d'un pays qui peut s'imposer. Et c'est ça la grande difficulté. C'est qu'avec un système où les gens sont partout dans tous les pays du monde et où la circulation des biens et quelquefois des personnes est relativement facile, il est évident que ces lois ne peuvent être que quelque part mondiales. Et c'est là où on tombe sur un problème. Et c'est d'ailleurs la grande faiblesse de l'Europe, que de ne pas réagir en tant qu'Europe, mais de réagir en tant que somme de pays. L'Europe serait aussi puissante que les États-Unis si elle réagissait comme les États-Unis. Ce n'est pas le cas. Donc les GAFA, ils s'engouffrent. On ne peut pas leur reprocher de s'engouffrer dans des lois qu'ils respectent et qui leur permettent de faire des choses qui ne sont peut-être pas respectables. Mais ce n'est pas de leur faute. C'est de la faute des États qui ne font pas leur boulot. Moi, je voudrais ajouter aussi quelque chose sur le fait que ça ne résoudra pas tous les problèmes. C'est un des éléments très importants de progrès actuel qui déclenche un énorme enthousiasme parce que les gens se disent on a un nouveau champ énorme à exploiter et dans le secteur de la santé qui est celui qui est le principal secteur de mon université, d'avoir des données sur les patients, d'avoir des données sur des cohortes qu'on suit dans le temps, de pouvoir voir ce qui se passe, d'accéder à des informations biologiques pour faire de la médecine de personnalité, c'est extrêmement important. Néanmoins, après, quand on arrive au traitement, un médicament, c'est d'abord une molécule. Et donc, il faut un chimiste. Et vous pouvez pas... Et cette partie-là de la recherche et du développement, et en particulier dans des secteurs où on s'inquiète aujourd'hui, je pense par exemple aux maladies infectieuses, où on se dit que peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, notre arsenal d'antibiotiques va disparaître, eh bien, on ne soignera pas les maladies infectieuses classiques, communes, avec de l'intelligence artificielle. Donc, il reste... Alors, ça pourra aider parce qu'on pourra réfléchir à la façon de mieux utiliser les outils qu'on a. Donc, ce sera certainement un élément important. C'est vrai que la donnée a une valeur et c'est vrai qu'il faut y faire extrêmement attention sur son appropriation. Comme on dit classiquement, lorsque quelque chose sur Internet ne coûte rien, c'est que le produit, c'est vous. C'est pas et donc, c'est vous qui êtes vendu quelque part au GAFA ou à l'entreprise qui collecte ces données sur vous. Mais il reste des secteurs extraordinairement importants, notamment dans tout ce qui concerne des secteurs qui touchent à l'industrie et à l'objet, qui sont des choses qui vont continuer à fonctionner comme ça. Alors il y a aussi la robotique qui peut faire des choses. Et puis j'ai assisté à une conférence il y a maintenant 1 an au Forum mondial de la santé sur quel sera le rôle du médecin par exemple dans 20 ans si le diagnostic est fait par une intelligence artificielle et le traitement et les injections sont faites par un robot. Et je pense qu'il y a quand même une dimension humaine qui est extraordinairement importante dans des métiers comme ça, qui est très importante, et surtout la notion de travail collaboratif en équipe et donc des choses qui restent dans le champ de l'intelligence
l'intelligence humaine pour l'instant. Je ne sais pas si demain ça changera. Juste une phrase pour me paraphraser. Quand il n'y a pas de médecin, le malade meurt aussi. Il y a aussi une dimension psychologique parce que Joi Ito, qui s'occupe du MIT, dit toujours est-ce qu'on peut faire des voitures autonomes demain? Oui. Est-ce que beaucoup de nos citoyens et concitoyens sont prêts à monter dans une voiture où il n'y a plus de chauffeur? Beaucoup moins. Comme pour l'avion. L'avion, c'est totalement automatisé 90% du voyage. On préfère parfois ne pas le savoir. Et s'il n'y avait plus de pilote dans l'avion, beaucoup d'entre nous, donc il y a aussi une dimension psychologique de l'humain qui est extrêmement important. Et d'ailleurs, j'ai vu dans votre générique, je ne sais pas qui a dit ça, qui a dit si vous pensez que dans une révolution numérique et d'innovation, on n'a plus besoin d'artistes, vous vous trompez complètement. Moi, je pense qu'au contraire, la dimension... De toute façon, si on fait le combat de l'efficacité contre les robots, on a déjà perdu. C'est terminé. Donc le combat, il est pas là-dessus. Il est sur le reste, sur l'humain, sur l'intuition, sur l'empathie, sur le rapport à l'autre. Je voudrais juste rebondir sur les datas et quand on est beaucoup plus puissant à l'échelle européenne. La preuve, moi, quand j'habitais aux États-Unis, l'Europe, c'était l'horrible régulateur. On était des obsédés. Et maintenant, ils regardent avec le scandale Facebook, etc. Ils sont obsédés par le RGDP, savoir comment on peut contrôler la donnée, etc. Donc finalement, est-ce qu'on aurait eu raison avant l'heure? Parfois, moi je le dis toujours, la Silicon Valley, elle n'a pas le monopole de l'avenir. Par contre, vous avez parlé de curiosité. Et pour être curieux, pour remplacer la peur par la curiosité, il faut avoir envie de cet avenir. Et parfois, moi j'ai eu l'impression que ceux qui le voulaient le plus, c'était eux. Et c'est pour ça qu'eux sont complètement tournés vers ce futur-là. Mais si nous, on le veut, si nous, on a envie de le construire, tout d'un coup, la peur se transforme en curiosité. Et là, on a quelque chose à jouer, d'autant plus qu'on n'a pas la même vision. Et en plus, c'est prouvé, on le voit, quand c'est à l'échelle européenne, on est efficace, là, pour le coup. On arrive à se défendre. Donc ça se pose la question de la vision, des valeurs, potentiellement de l'éthique, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, et notamment particulièrement en médecine. Ce qui fait une bonne transition pour passer la parole aux panélistes. Il y a notamment une question de Marie Almeras sur le sujet de l'éthique. Donc Marie, je t'invite à la poser. Marie, je t'invite à la poser. Alors, c'est une question qui s'adresse en particulier à vous, Madame Tessandier. Dans un contexte d'accélération de l'innovation, avec, comme vous le savez, ce caractère combinatoire et cumulatif, il semblerait que la nécessité de formuler, appliquer, faire évoluer en permanence des règles éthiques est de plus en plus importante. Et la question qui nous intéresse, c'est de savoir, selon vous, est-ce que l'État est le plus à même de faire ce travail de production et d'ajustement en permanence de l'éthique et de ses règles? Alors moi, je suis un peu... vaste question quand même sur l'éthique et le rôle de l'État. Moi, je suis un peu une idéaliste. J'aimerais parfois qu'on n'ait pas besoin de la puissance coercitive pour faire les bonnes choses. Je prends toujours l'exemple de Volkswagen, du scandale, vous savez, où ils ont trafiqué les voitures. Et je suis toujours très étonnée. Donc, il y avait une loi, c'était hors la loi. Pourtant, il y a 10 personnes qui se sont mises autour d'une table en se disant « Tiens, si on trichait, hein, ouais, très bonne idée. Hein. » Et du coup, ça, il y a quelque chose, selon moi, même s'il y a la loi derrière, il y a l'État qui montre... c'est pas la morale, l'éthique, c'est le bon mot. Je pense aussi que quand les changements, les bouleversements extérieurs vont plus vite que les bouleversements intérieurs, c'est le début du cauchemar. Donc je pense aussi qu'il faut que nous, en tant que citoyens, et aussi dans l'éducation, vous savez, après le scandale, après la crise financière de 2008, Stanford, Harvard & Co. se sont sentis un tout petit peu coupables, parce que tous ces gens-là sortaient de leur université. Hein. Ils se sont dit, comment ça se fait qu'on n'ait pas appris dans ces métiers-là ce qu'est l'éthique, ce qu'est la bonne décision. Et du coup, ils ont rajouté à Stanford, à Harvard, des cours d'éthique. Qu'est-ce que c'est prendre la bonne décision dans ce nouveau contexte? Donc, moi, je trouve ça toujours très dangereux de laisser cette responsabilité-là à un acteur. L'État, il n'a pas vocation ni à mon bonheur, ni à définir ce qu'est la morale pour moi. Par contre, je pense effectivement qu'il a un rôle de boussole et de cadre qui est extrêmement important. Mais je me permets de... Enfin, je vais vous voyez, ça sera mieux. Si 60% des meilleurs jobs des 10 prochaines années n'existent pas encore. Donc, il y a aussi plein de choses. Moi, j'ai lu récemment qu'il allait avoir les ethic officers dans les entreprises. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit écraser cette personne-là qui est plus âgée? Tu sais qu'elle doit prendre la décision, une voiture doit prendre s'il y a une mère de famille, etc., etc. Et donc, il disait, ça va être un nouveau job, par exemple. À côté du data scientist, on aura dans les entreprises, à côté ou même dans les laboratoires où
dans les structures publiques le ethic officer qui décidera. Donc, est-ce que l'État doit jouer un rôle? Certainement. Est-ce que nous, en tant que citoyens, on doit avoir aussi un rapport à ça? Mais ça va bien au-delà de la recherche pour moi. C'est qu'est-ce que c'est qu'être citoyen? Est-ce qu'on a toujours besoin de la puissance coercitive pour prendre la bonne décision, la bonne action? Et quel sera aussi notre rapport de chacun d'entre nous face à ces questions-là? Je voudrais rebondir sur ce terme de règle éthique. Il n'y a pas de règle éthique. L'éthique, c'est l'art de faire le bon choix. Le bon choix, d'abord individuel, c'est-à-dire c'est le discernement et ça dépend de sa culture, de sa formation. Et donc c'est un premier point. Alors il se trouve que la société, dans un certain nombre de situations, a des choix collectifs à faire et qu'il y a une réflexion collective à mener. Et on a vu en médecine, dans de multiples raisons, la procréation médicalement assistée, la greffe d'organes, le développement de la génétique, tout ça a suscité. Et il est évident qu'on ne pouvait plus avoir un discernement individuel, mais qu'il fallait agir de façon collective. Et donc, à partir du moment où on réfléchit collectivement, on aboutit à ce moment-là à effectivement des consignes collectives. Mais là où la loi apparaît, l'éthique disparaît. C'est véritablement... Donc je pense que ce terme de règle éthique est à repousser et il faut simplement souligner l'importance d'une réflexion éthique individuelle d'abord et collective C'est ensuite. exactement... Moi, je ne fais pas tellement de différence entre l'éthique, la civilité, la citoyenneté. C'est ce que je voulais dire quand chacun d'entre nous, en tant que citoyen, en tant que membre de la société civile, a aussi... Mais ce qui est intéressant, par exemple, parler de la PMA, de la GPA, etc., c'est intéressant de voir, il y a un conseil qui doit réfléchir à toutes ces questions. Et parfois, on voit que la société, collectivement, avance un peu plus vite si on regarde les derniers sondages, les dernières questions qui sont posées là-dessus. Donc il y a aussi une responsabilité individuelle et il y a aussi la société qui, collectivement, avance ensemble sur des questions éthiques sans règles prédéfinies. Ce qui se passe en 2018 est exemplaire puisque nous sommes dans une année de réflexion sur la rénovation de la loi de bioéthique de 2011. Et nous sommes pendant les mois où nous réfléchissons à l'éthique. Mais lorsque, au mois de décembre ou au mois de janvier prochain, les législateurs prendront la décision, on ne sera plus dans l'éthique, on sera dans la loi. Voilà. Je pense qu'une bonne illustration de cette problématique, c'est la vaccination. Parce que la vaccination, avant que la dernière loi soit prise, il faut que les gens comprennent qu'il faut accepter un risque très faible sur l'individu pour un bienfait très fort sur la collectivité. Si on n'explique pas bien ça, qu'il y a un risque aussi faible soit-il, mais qu'il faut accepter ce risque, parce que les conséquences collectives sont un bénéfice pour tous, on n'a pas compris le rôle de la vaccination. Et je pense qu'en France, on a eu un déficit de communication. Et donc on a essayé pendant longtemps que l'esprit éthique des gens, c'est-à-dire la compréhension du bien collectif qu'amène la vaccination, suffirait. Et vous avez vu le résultat, il a fallu prendre une loi récemment, pour ne pas voir, je suis aquitain, j'habite du côté de Bordeaux, eh bien on a vu arriver en Gironde depuis quelque temps des cas de rougeole qui étaient considérés comme éradiqués, qui ont tué un certain nombre de personnes et qui commencent à se multiplier. Donc je pense que je n'ai pas de leçon à donner, mais on voit bien que la limite, et je suis bien sûr complètement d'accord avec cette vision, quand on met une loi pour remplacer, c'est que l'éthique ne marche pas. Et on a, avec la vaccination, un joli cas d'école qui illustre ça. Ou alors, juste, je veux dire là-dessus, parce que moi j'ai vu des gens très rationnels, très éduqués. Même des médecins. Des médecins ne voulant pas faire la vaccination. Non mais là, parce qu'on parle d'éthique, et là, non mais là, il y a une défiance par rapport aux acteurs, il y a une défiance. Le laboratoire, c'est le mal absolu. De toute façon, donc là, comment ces gens-là vont nous parler d'éthique? Il y a aussi ce problème-là, parce qu'il y a une telle défiance collective qui s'est créée par rapport à des acteurs, par rapport à des scandales qu'il y a pu y avoir sur les laboratoires. Et là, il y a un vrai problème, encore une fois, qui n'est pas dans une frange... Moi, je pensais que c'était une petite minorité qui n'allait pas... Ah non, pas du tout. C'est quelque chose... Non, absolument pas en France. Ce qui est grave en 2018 aussi. Merci beaucoup pour ces conversations. Le panel, est-ce que vous avez une seconde question? Alors... je suis très content parce qu'on a beaucoup parlé d'humain, donc je vous remercie. On a parlé d'innovation, mais aussi d'humain. Personne ne conteste aujourd'hui le caractère imparable de la transformation digitale, de l'intelligence artificielle, de big data, etc. Moi, je vais vous poser une question sur l'innovation dans l'humain, dans les ressources humaines. Est-ce que dans vos disciplines
la recherche, les startups, les universités, vous voyez des innovations en termes de ressources humaines, de management, qui sont aussi imparables peut-être que les innovations techniques qu'on a abordées. Et est-ce que vous croyez que l'humain restera au cœur de l'entreprise ou de la plateforme, que ce soit l'université, la startup, etc. Juste une anecdote avant de donner la parole. Il y a Google qui s'est posé la question, comme vous, très longtemps, et donc ils ont mis beaucoup de R&D pendant 1 an pour trouver quelle était l'équipe parfaite. Donc la plus performante, etc. 1 an de recherche, ils se sont rendus compte qu'en fait l'équipe la plus parfaite, c'était l'équipe la plus gentille. C'était l'équipe en fait où le manager prenait du temps, où on pouvait être soi-même. Donc en fait, ils ont mis des RD, des algos pour revenir à ce que tout bon manager sait à la base sur l'humain. Enfin, je voudrais quand même... Ça dépend de ce qu'on appelle l'humain. L'humain, il est partout, donc on ne peut pas en faire abstraction. Mais des innovations qui ne sont pas technologiques. Quand on parle du digital, qui est, admettons, une innovation technologique, puisque c'est la convergence de l'ordinateur, de la téléphonie et d'Internet, ce qui est quand même un élément extrêmement important dans l'évolution de l'humanité, de faire converger ces 3 grands domaines technologiques, et ça finit par un téléphone portable que vous avez dans votre poche. Les plus grandes innovations, ce n'est pas seulement la technique, là. C'est que le digital a fait changer les business models, les modèles d'affaires, pour en parler français. Et ce qui est intéressant, c'est de voir là où ça a été le plus disruptif. Ça a été le plus disruptif quand la chaîne de valeur existante ne servait pas correctement le client final. Les 2 exemples qui viennent à la tête de tout le monde, c'est les taxis et les hôtels. Là, ce système qui permet de toucher tout le monde très vite, ce bouche à oreille à la puissance 10 000, ça a permis de faire des nouveaux métiers qui sont venus en plus des métiers existants et qui n'ont pas que des bons côtés, puisqu'ils assujettissent les métiers existants qui ne fournissaient pas le service au client final, ils les assujettissent au fait que c'est eux qui tiennent le client. Donc les plateformes de réservation d'hôtels ou les plateformes de réservation de taxis ne possèdent pas les taxis, ne possèdent pas les hôtels, mais ils possèdent le client, ce qui évidemment a toute la valeur. Donc ce que je voulais dire, c'est que voilà une innovation dans le digital qui est absolument fondamentale, qui révolutionne l'organisation de la chaîne de valeur d'un domaine, avec des bonnes et des mauvaises conséquences, et qui est une transformation profonde. C'est complètement humain. Ça n'a rien de technologique. La technologie existe, mais la révolution, elle vient bien de l'organisation. Je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. En plus, l'humain va intervenir et est intervenu de manière extrêmement forte, même au niveau technologique. Pourquoi Apple a connu ce développement phénoménal ? Parce que Apple a compris que faire des calculateurs, faire des machines, des téléphones communicants, des objets, c'était très bien, que l'utilisateur allait être en finale l'humain, et donc ils se sont beaucoup posé la question de l'interface. Et par définition, l'interface, c'est la partie de l'objet ou du process qui d'un côté travaille avec la machine et de l'autre travaille avec l'humain. Et on voit bien que l'iPhone et tous les smartphones qui en sont dérivés après, ils intégraient une facilité d'usage, un écran tactile. On voit qu'en quelques années, Nokia, qui était le leader mondial des téléphones traditionnels, n'avait pas vu venir l'importance de l'interface entre la machine et l'utilisateur. Hélas, on n'est plus dans la technologie, on est dans la sensibilité de ce que l'individu va ressentir. Donc on parle de recherche en termes d'usage. Aujourd'hui, c'est énormément des ingénieurs qui font de la recherche en France. Est-ce que les ingénieurs sont les mieux placés pour faire de la recherche en usage ? Alors là, j'interromps. Par exemple, à Paris Sciences et Lettres, la nouvelle université parisienne, les arts déco, les beaux-arts font partie des établissements de Paris Sciences et Lettres. Et donc, j'ai la volonté et l'espoir qu'il y aura des interactions de plus en plus fortes entre les designers, les gens du design, les gens de la réflexion sur l'humain, qui travailleront avec les laboratoires de recherche. Le designer, c'est quand même la figure qui va être... Enfin, quelqu'un qui s'appelait Steve Jobs, quand il a lancé l'iPhone en 2007, il a dit « Nous, on est l'entreprise la plus innovante du monde
pas parce qu'on est une entreprise technologique. Et puis derrière lui, il y a une intersection qui est arrivée. Il y avait le panneau Liberal Art, les arts, et en dessous technologie. Il a dit à cette intersection-là, il y a l'innovation. Et il dit la figure de l'innovateur, c'est le designer. C'est celui qui pense les usages en permanence. C'est ce qu'on appelle aussi le design thinking. C'est celui qui fait que ton expérience utilisateur est beaucoup plus facile. Et lui, il disait, les arts et la technologie, à ce croisement-là, le designer, il a un rôle essentiel. Je vais juste faire un petit parallèle sur Airbnb et Uber. Moi, je peux le dire, j'ai fait partie d'une petite entreprise entrepreneuriale. Enfin, moi, je l'ai vécu comme quelque chose où on était 4 et puis il fallait finir à 25 millions de votants. C'est l'aventure en marche. Il n'y a pas de technologie. Par contre, comme Airbnb et Uber, jamais fait de politique. J'en ai jamais fait. Il n'avait jamais été élu. C'était censé être un handicap. Sauf que nous, on avait compris que la personne à qui on s'adressait au final n'avait pas satisfaction de ses besoins depuis 30 ou 40 ans. Hein. Et là, En Marche a fait exactement la même chose qu'Airbnb et Uber. Il s'est dit, en fait, on est tout nouveau, on a 2 mois. Mais on va tous les coiffer au poteau parce qu'on a compris l'époque, on a compris que celui à qui on s'adresse n'est plus satisfait et donc ça ne sert à rien. Le fondateur d'Airbnb, ils n'ont jamais fait d'hôtellerie de leur vie, c'est 2 designers. Le fondateur d'Uber, il n'a jamais fait de transport de son existence, jamais. Par contre, il a compris la notion de service et du besoin et de l'époque. Et moi, je n'ai pas arrêté de faire ce parallèle, je dis, En Marche, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que vraiment, nous, on n'arrêtait pas de dire, vous n'avez rien, pas de moyens, pas d'élus. Et finalement, au poteau, ça s'est plutôt bien passé. Frédéric Dardel, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, pour revenir sur le sujet plus général, mais c'est un peu la même chose quand même, des ressources humaines. Aujourd'hui, on voit quand même que beaucoup d'innovations naissent dans des équipes où il y a des gens qui ont des cultures différentes. Et donc, ça veut dire que pour être... alors moi, je parle avec le point de vue du chercheur qui vient de la science fondamentale. Il faut être bon dans sa discipline, mais il faut savoir parler aux autres disciplines. Et il faut sortir de sa chapelle. Et aujourd'hui, sur des tas de sujets, je reparle de la santé, aujourd'hui, il y a des tas de sujets autour qui vont poser des problèmes. On a parlé d'éthique, mais il y a aussi des problèmes juridiques, il y a des problèmes économiques. Comment est-ce qu'on organise le système de soins en fonction de comment ça marche ? Ça veut dire qu'il faut être capable de mettre autour d'un même endroit, mais physiquement, pas simplement des gens qui se rencontrent dans des colloques une fois tous les 6 mois pour dire qu'est-ce qu'on va faire dans notre projet, des gens qui travaillent ensemble, et ça c'est quelque chose qui est très important. Donc c'est la même logique que d'avoir le designer, l'ingénieur, etc. dans le même endroit, mais ça va au-delà de ça. Je pense qu'aujourd'hui, l'innovation est capable de se développer quand on arrive à créer des espaces où, au-delà de la force disciplinaire et de l'imagination dans chaque discipline de chacun, on peut créer des lieux de partage de connaissances et de culture. Des lieux de partage et sans doute également le fait qu'un designer puisse se dire je peux faire de la recherche, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Ou même je peux être le CEO de la boîte, ce qui est assez nouveau, parce qu'avant le designer travaillait pour l'ingénieur, et maintenant Airbnb par exemple c'est 2 designers, Square. Il y a un designer qui est co-fondateur. Je vais juste rebondir sur diversité et mixité parce que ce que vous dites est essentiel. J'ai eu la chance de participer à un programme qui s'appelait Palomar 5, qui était sponsorisé par Google et T-Mobile à Berlin. Et donc j'habitais avec 14 nationalités du monde entier. Il y avait des chercheurs, des ingénieurs, des designers, des artistes, moi, au milieu de tout ça. Et on était 28 de 14 nationalités. J'ai jamais autant créé de ma vie. Je me suis jamais sentie aussi innovante parce que quand vous avez différentes cultures, différents âges, différents backgrounds, si vous mettez 5 hommes avec le même âge, la même formation, le même diplôme, et la pièce d'à côté, 3 femmes, 2 hommes, pas la même culture, pas le même âge, pas les mêmes origines, c'est la deuxième salle qui va être de toute façon la plus performante. Donc ça, c'est un enjeu qui est essentiel pour l'innovation. Daniel Couturier, vous voulez rebondir ? Oui, non, juste un petit mot pour revenir à la question du digital et de l'humain. Dans le milieu hospitalier, on a vu effectivement se développer le digital. Et en fait, ce digital s'est développé parfois très difficilement, parfois plus facilement, et il aboutit finalement à faciliter le dialogue entre les acteurs, à faciliter l'information des acteurs, et je dirais que l'humain, à mon sens, est resté tout à fait essentiel. Simplement, le digital a servi. Alors, c'est encore imparfait, certainement qu'on pourra aller... Je ne souhaite pas du tout que l'humain se retire de cette affaire, mais qu'il en soit valorisé. Je vous donne juste une anecdote sur ce que vous disiez, sur le fait qu'ils se croisent même physiquement aux endroits. Je suis désolée, je vais le reciter, mais parce que dans le livre Creativity Inc., qui est écrit par le fondateur de Pixar, il raconte la première décision de Steve Jobs quand il est arrivé chez Pixar, c'était de détruire les toilettes hommes-femmes et de mettre des toilettes mixtes au milieu du bureau. Tout le monde hurle, pas question, il dit si, et en fait, ce qu'il voulait que des gens qui ne se croisent jamais au bureau puissent se croiser entre se laver les mains et en fait il dit en plus ça a marché et à la fin au bout de 6 mois plus personne ne se plaignait de ces toilettes mixtes
qui étaient à un endroit, en fait, au même endroit, et en fait, les gens qui ne se croisaient pas, des différents départements, finissaient par se croiser et discuter. L'histoire est véridique. Hein, donc, ça fait de l'intersection. Ça marche aussi avec la machine à café. Exactement aussi. C'est vrai, Et ça pose peut-être moins de problèmes, effectivement. Le Penel, vous aviez une troisième question à poser? Ma question porte sur la figure de recherche de demain. En fait, aujourd'hui, on a une évolution qui est pour l'école bleue, c'est-à-dire on est passé du taylorisme à l'ouvrier cornélien. Et j'aimerais savoir si une telle évolution est possible pour le chercheur de demain, et plus ouvertement, à quoi ressemble le chercheur de demain, quelles seront les qualités nécessaires, et voilà, principalement, quelles seront les qualités nécessaires au chercheur de demain. Alors, je vais répondre ma propre opinion. Je pense que le chercheur de demain, il ne va pas être très différent du chercheur d'aujourd'hui. Il va pas être, voilà, il aura des outils différents, il se comportera. Mais il ne faut pas oublier que le monde de la recherche a été un des premiers mondes connectés. Hein. Moi je me souviens, parce que c'est ma génération qui a vu arriver les emails, les Internet et les emails, les premiers gros utilisateurs du email et d'Internet, enfin du email dans un premier temps, ça a été les chercheurs. Où nous, on avait dans nos laboratoires des emails quand ça n'existait absolument pas ailleurs. Hein, et d'ailleurs, c'est parti au départ de programmes militaires, mais aussi de laboratoires de recherche. Bon, donc les chercheurs ont l'habitude d'être connectés. Ce n'est pas vraiment quelque chose de nouveau. C'est très international et très connecté, le monde de la recherche. Mais pour autant, c'est assez individualiste. Ce n'est pas que... Et je pense qu'il faut comprendre... Alors ça, c'est quelque chose qui est un peu compliqué à expliquer parce que ça va contre beaucoup de choses que l'on dit. Si comprendre le monde qui nous entoure et si la curiosité qu'il y a à expliquer comment il fonctionne, c'est quand même un plaisir très égoïste. Alors, je le dis d'autant plus que ça peut paraître négatif pour les chercheurs, et ça ne l'est pas du tout. Mais ça doit être quand même quelque part conduit par une curiosité personnelle que j'appelle égoïste, mais qui n'est peut-être pas le bon mot, mais qui est une démarche individuelle. Alors que innover dans une entreprise ou innover dans des mouvements politiques, c'est forcément une entreprise collective. Ça ne peut pas être une entreprise individualiste. Donc il y a une différence fondamentale pour moi dans le caractère des innovateurs et le caractère ce que j'appelle des découvreurs ou des inventeurs, c'est que ça ne démarche pas de la même relation dans son environnement humain. Et Axel parlait de Steve Jobs. Alors Steve Jobs était un affreux bonhomme. Bon, il n'était pas le seul à être un affreux bonhomme, mais c'était un affreux bonhomme. Hein. Il piquait les idées de tout le monde, tout était blanc ou noir, il mettait à la poubelle des gens qui portaient au nu 2 mois avant, enfin, des relations humaines très difficiles. Mais il avait un talent. C'est qu'il savait utiliser le talent des autres. Et ça, c'est la base de l'innovation. Alors que le chercheur peut se permettre d'utiliser en grande partie son talent à lui, sans les autres. C'est aussi une limitation importante. Frédéric Dardel, ça... Moi, je voulais prendre le problème par un autre bout. C'est vrai que dans la discipline que je pratique, la biologie, ça a beaucoup changé. On a des outils techniques, on a des choses qui se sont parallélisées, on a des données qui sont arrivées, c'est devenu massif. On ne fait plus... Le séquençage du génome, par exemple, c'est quelque chose qui a changé complètement la façon dont on travaille. Au lieu d'avoir une information, on a toute l'information. Et c'est un problème parfois. Il y a un de nos collègues qui est un astronome et astrophysicien américain qui a travaillé sur le catalogage des photos de galaxies. Donc il avait des tas d'images qu'il collectait avec des télescopes qui scrutaient. Donc c'était des quantités de données qui étaient colossales. Et donc dans ce monde des données qui changent, il a dit une phrase que j'aime beaucoup, que je dis à mes étudiants pour leur rappeler qu'ils doivent utiliser leur matière grise, qui dit Data is not information, information is not knowledge, knowledge is not understanding. Donc les données ne sont pas l'information, l'information n'est pas la connaissance et la connaissance n'est pas la compréhension. Donc le métier du chercheur, c'est de continuer à faire ça. Donc malgré le changement de son environnement, finalement, son travail intellectuel reste, et c'est ce que vient de dire Didier Roux, reste largement le même. C'est-à-dire donner un sens à l'ensemble des choses qu'il voit. Et donner un sens, quand on a beaucoup de données, ça continue à rester une démarche qui est la même, c'est-à-dire être capable de critiquer ce qu'on a observé, être capable d'avoir de la curiosité. Et l'esprit critique, c'est quelque chose qui est très important. Il faut savoir remettre en question ses propres certitudes. On est des
êtres extrêmement imparfaits. Hein. Les chercheurs ont l'impression qu'ils sont rationnels, ils ne le sont pas. On n'est pas plus rationnel que monsieur et madame tout le monde. On a comme tout le monde des biais cognitifs. On aime bien quand les idées initiales qu'on avait en commençant un travail se confirment par la suite, et quand les résultats d'expérience ne disent pas ce qu'on espérait, on est ça nous chagrine beaucoup. Donc ça, il faut arriver à lutter contre ça, et ça n'a pas changé. C'est simplement l'environnement auquel on doit l'appliquer a changé, mais pas, je dirais, la démarche elle-même qui reste la même. Oui, sur ce plan, je rejoins totalement ce qui vient d'être dit. Le chercheur restera le chercheur. Hein, c'est une motivation profonde qu'il a. Il a envie de comprendre. Évidemment, il va bénéficier d'outils nouveaux, mais à chaque époque, la médecine grecque avait des outils qui ne sont pas les outils d'aujourd'hui. Donc les outils ont évolué. On a de plus en plus d'aide. Le chirurgien aujourd'hui bénéficie de l'imagerie. L'imagerie est un outil extraordinaire, mais ce n'est pas ça qui va empêcher le fait que le chirurgien doit être là pour superviser que tout va bien, qu'il n'y a pas un vaisseau caché à un endroit que l'imagerie n'aurait pas vu, et être capable de réagir en temps court. Donc tous ces outils, très bien, mais ce ne sont que des outils. L'homme est l'homme, c'est lui qui crée, c'est lui qui a la curiosité. Et c'est lui qui s'aventure à cette frontière entre le connu et l'inconnu. C'est ça qui est passionnant dans le métier du chercheur, c'est que c'est un explorateur à la frontière de l'inconnu. Il prend une direction, cette direction peut-être va l'amener sur une île merveilleuse où il va y avoir des fruits, des choses extraordinaires. Peut-être ça va l'amener sur un désert. Il prend le risque. Mais c'est sa motivation, c'est sa passion. Juste pour rebondir sur Steve Jobs, qui était vraiment pas sympa. Une fois, j'ai rencontré, je vais pas vous raconter ma vie, mais mon ex-mari a travaillé 13 ans chez Apple, donc effectivement, c'était quelqu'un de pas très sympa. Mais par contre, quelqu'un qui a travaillé et pour Mark Zuckerberg et pour Steve Jobs m'avait dit une fois, en fait, il y en a un qui était un assole et qui était génial, et l'autre qui était un assole et pas génial. Et il me dit, moi, je suis prêt à me dépasser, à donner tout mon talent, si tu ne te comportes pas très bien, mais que tu es génial. Et en fait, moi, ce que j'ai toujours eu l'impression, c'est ces innovateurs, ces figures qui vous donnent envie de donner le meilleur de vous-même. Et ça, je ne sais pas comment ça se traduit pour le chercheur. Est-ce que c'est aussi la valorisation de vos métiers? Est-ce que c'est les moyens qu'on vous donne? Est-ce que c'est le collectif? Est-ce que c'est le rôle qu'on vous donne aussi dans la société, qui, je pense, est très important. Mais quand on se sent valorisé, quand on se sent dans un collectif qui est puissant et quand on a une vision, quand on est porté par quelque chose, ça donne envie quand même de faire des grandes choses. Hein. Oui, mais Axel, c'est ça la différence. Le chercheur, il veut comprendre. Ouais. Donc, à la limite, et d'ailleurs, enfin, regardez, je veux dire, un jeune chercheur, bon, je vais vous parler de moi, pas jeune chercheur. Je suis passé de directeur de recherche au CNRS première classe, dernier échelon, à l'époque, à l'entreprise. Je ne vous dis pas par quel facteur a été multiplié mon salaire, mais un gros facteur. Bon. Mon assistante était payée au prix où j'étais payé comme directeur de recherche, première classe, dernier échelon. Bien. Donc la motivation du chercheur, c'est pas ça. C'est pas le salaire. C'est pas non plus la position sociale. C'est pas non plus la reconnaissance d'autre chose que ses pairs. Et qu'est-ce que c'est ses pairs pour un chercheur? C'est 3 pingouins qui travaillent sur le même sujet dans le reste du monde. Bon. Donc c'est quand même pas une satisfaction fantastique. Bon. C'est la curiosité. C'est l'envie de comprendre. C'est le mécanisme intellectuel assez, que j'appelle égoïste, d'avoir l'impression de comprendre pour la première fois quelque chose qui n'a jamais été compris par personne. Ce plaisir-là, il est infini, il est exceptionnel, c'est une motivation absolument extraordinaire, mais ce n'est ni la reconnaissance sociale, ni le... voilà. La question des moyens se pose jamais, alors, pour vous la question Les moyens, c'est les moyens. C'est-à-dire qu'il faut les trouver et que ça devient de plus en plus dur. Voilà, c'est de plus en plus dur. Mais c'est une... Comment dire? C'est éventuellement un frein et c'est des problèmes à résoudre. Mais la motivation, ce n'est pas les moyens. La motivation, c'est la curiosité et l'envie de comprendre le monde qui nous entoure. Et vous avez encore tout à fait l'âme d'un jeune chercheur passionné, quand on vous entend. Oui. Le temps avance et on ne va pas tarder à donner la parole à la salle. Le panel, est-ce que vous avez encore une ou deux questions à poser à nos intervenants? Oui, dans la continuité du coup de ce qui vient juste d'être dit dans le clivage entre le chercheur et l'innovateur, au final,
C'est très lié aux problématiques concrètes aujourd'hui des chercheurs qui se plaignent notamment en France du fait que, comme vous le disiez, la recherche fondamentale, il y a un risque qu'elle soit assujettie à la recherche appliquée et notamment à l'innovation. Et ça fait écho aux écrits d'Heidegger au milieu du XXe siècle qui mettait en avant le fait qu'avec les sciences de l'artificiel, c'est-à-dire sciences de la communication, sciences du management, informatique, il y avait un risque d'être de manière obsessionnelle, métaphysiquement même, projeté sur l'action et d'être complètement assujetti au final à l'application de la recherche et perdre la profondeur sémantique de ce qui est censé être la recherche, et notamment recherche fondamentale. Donc c'est, je pense, une thématique majeure. Selon vous, comment garder cette ligne directrice? Ce que vous dites, c'est ce que je combats. Oui. C'est-à-dire assujettir la recherche fondamentale à des besoins de société ou des besoins d'innovation marché, c'est une erreur fondamentale. C'est-à-dire qu'il faut que la recherche ait la liberté. Quand je prends pour les gens qui connaissent les programmes où on demande de l'argent, le chercheur demande de l'argent. Donc il y a une agence qui s'appelle l'ANR qui donne de l'argent aux chercheurs pour faire leur recherche. Je suis effaré. Alors j'ai eu la chance de quitter le monde de la recherche avant que l'ANR arrive. Et la première question qui est demandée, c'est à quoi va servir votre recherche. C'est une question qui est un contresens et qui est contre-productive. La question n'est pas de savoir à quoi ça sert, c'est qu'est-ce que vous voulez comprendre, la question. Et cette erreur qui est donc d'assujettir la recherche à un but sociétal ou à un but économique, qu'est-ce qu'elle conduit à faire? Elle conduit à restreindre le champ des possibles. C'est-à-dire qu'elle conduit à orienter les chercheurs vers des domaines que l'on croit être des domaines qui vont amener des innovations technologiques ou des innovations sociétales. Et donc, tous les chercheurs vont chercher dans une même direction à travers ce que j'appelle un fantasme, c'est-à-dire la croyance que ce qu'ils vont faire va servir à quelque chose. Et ce n'est pas vrai. Quand on regarde l'histoire des sciences et l'histoire des innovations, en aucun cas, les innovations ne résultent d'une vision linéaire et progressive qui va de la recherche fondamentale aux produits vendus sur le marché. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche de temps en temps comme ça, mais ça marche exceptionnellement comme ça. La plupart du temps, c'est des accidents dans les découvertes et des convergences de connaissances qui viennent de domaines très différents. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que ce que vous décrivez comme étant... pour moi, c'est le cauchemar. Le problème, c'est ce cauchemar, il se réalise. C'est-à-dire que les pouvoirs publics, les ministres et les politiques, et quelque part, malheureusement, certains industriels et une vision globale de la société, croient que c'est plus rentable d'orienter la recherche fondamentale vers des choses appliquées qui servent à quelque chose, plutôt que de laisser les chercheurs faire leur boulot, qui est de comprendre le monde qui nous entoure. De manière intéressante, autant l'État le fait moins, autant un Facebook aujourd'hui a des personnes qui travaillent chez eux et qui ne travaillent pas du tout sur de la recherche pour Facebook. Frédéric Dardel. Alors je suis d'accord avec ce que vient de dire Didier Roux. En même temps, je suis moins pessimiste parce que je fais très confiance à la créativité de mes collègues pour détourner l'argent finalisé qu'on leur donne pour faire des choses qui ne sont pas prévues dans le projet qui a été financé. Je vous donne un petit exemple très concret. Donc aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire, le système CRISPR-Cas9 qui sont les ciseaux moléculaires pour réparer le génome. Le travail initial, je ne sais pas si tout le monde sait cette histoire qui est très amusante, le travail initial qui a mis les gens sur la piste de cette affaire, c'est un collègue espagnol, un microbiologiste qui travaillait à l'université d'Alicante sur un problème. Ils étaient très inquiets sur les plages d'Alicante que les marais salants qui étaient à côté de la belle plage qui accueillait les touristes l'été, donc un enjeu économique appliqué, donc les micro-organismes qui allaient se développer dans les marais salants puissent aller cochonner la plage à côté. Et donc il avait un financement pour travailler là-dessus. Et il est tombé complètement par hasard sur un truc tout à fait inattendu qu'il a continué à faire en douce, en perruque, sans que ce soit financé par le contrat appliqué. Et ça a débouché sur aujourd'hui une découverte majeure qui a été reprise. Alors en plus, l'histoire a continué puisqu'après, c'est passé dans cette affaire, c'est passé chez Nestlé, puisque c'est le centre de recherche de Nestlé qui, en reprenant des travaux pour essayer de faire de la classification des micro-organismes qui servent à faire des yaourts, est retombé sur quelque chose qui était complètement de nouveau inattendu. Donc on est dans cette logique-là. Et c'est pareil, y compris les chercheurs de chez Nestlé. Alors je ne sais pas si c'est leur patron qui l'a laissé faire ça ou si c'était un tout petit peu quelque chose qu'ils ont fait comme un projet de côté, un side project comme on dit en anglais. Mais très souvent c'est comme ça que ça marche. Donc je suis quand même assez optimiste sur la capacité de mes collègues à faire des choses qui sont vraiment pour leur curiosité, même si c'est préférable qu'on puisse les laisser faire sans avoir besoin de recourir à un tel subterfuge.
Donc les chercheurs font aussi des détournements de fonds à leur façon. Ce qu'on ne dira pas à l'extérieur de cette salle à la fin de ce débat. Le panel, est-ce que vous avez une dernière question ? Une toute dernière, peut-être. On l'a évoqué en début de conversation, cette question des brevets. Et bon, on a donc un expert du dépôt de brevets, donc j'espère qu'on trouvera des réponses. Moi, il y a plusieurs choses qui m'interrogent vraiment sur l'avenir du brevet au XXIe siècle, à l'aune de tout ce que vous avez pu dire. D'une part, justement, la question du brevet et de manière plus générale, la protection de la propriété intellectuelle, elle concentre justement toute l'attention sur de la recherche qui est appliquée et peut déplacer justement cette volonté plus pure du chercheur que vous évoquiez, qui est la curiosité et le goût de la découverte. Donc comment est-ce qu'on peut arriver à protéger, peut-être à mieux protéger, mieux valoriser juridiquement aussi ces travaux-là. Il y a une deuxième chose qui m'interroge sur l'avenir du brevet, c'est cette dynamique d'open source qui est très très forte et qui est là encore portée par les acteurs du digital. Facebook en fait d'ailleurs une publicité à ce propos et dit que voilà que l'ensemble de ces travaux de recherche en matière d'intelligence artificielle sont disponibles en ligne et ouverts à l'ensemble de ceux qui s'y intéresseraient, chercheurs comme innovateurs d'ailleurs. Et ma troisième question, vous l'avez évoqué aussi, il y a un caractère de plus en plus pluridisciplinaire de la recherche qui va mélanger justement un certain nombre de compétences, d'expériences, parler d'une rencontre de plus en plus forte entre la recherche en sciences humaines, la recherche en sciences dures et autres. Là encore, le cadre dont on dispose aujourd'hui, qui est celui des brevets et des droits d'auteur, permet, de mon point de vue, assez peu de répondre et de protéger ces formes de recherche-là. Donc de manière générale, comment est-ce que vous voyez cet avenir du brevet ? Alors, si je prends le premier point sur l'intérêt du brevet, je crois qu'il y a un véritable intérêt. Ça fait l'objet de beaucoup de débats éthiques. Au fond, est-il bien de protéger... vous savez que le brevet donne un monopole pendant 20 ans. Et donc... les gens qui exploitent le brevet ne sont pas tenus par un prix de vente qui est conditionné par la concurrence, mais par un prix de vente qui est celui que le consommateur accepte. Vous voyez l'énorme différence. Vous faites des poêles à cuire. Au fond, Carrefour va venir vous voir en vous disant votre concurrent les vend 1 euro de moins. Si vous ne baissez pas, je ne vous en achète pas. Et donc, si vous devez faire tourner votre usine, vous dites « Ok, je baisse », votre marge diminue. Puis le même acheteur va aller voir votre concurrent et il va dire « Moi, j'ai un fournisseur qui me fait à ce prix-là ». Vous êtes dans une spirale infernale qui est la spirale de la baisse des prix, donc la baisse de vos marges. Ça vous ôte toute capacité de réinvestir dans des produits nouveaux, Au fond, vous voyez que vous êtes dans une situation dramatique où le seul élément qui caractérise votre produit, c'est son prix. Alors vous voyez que ce serait totalement injuste que quelqu'un qui a pris des risques, qui a tenté une aventure que personne n'avait tenté, qui a essayé de développer un produit ou un service, donc qui a investi, qui a passé du temps, qui n'a pas dormi, qui s'est disputé avec sa copine parce qu'elle ne le voyait plus, ou son copain. Bref, quelqu'un qui a handicapé plusieurs années de sa vie, peut-être, il sort un truc génial qui marche bien, et tous les concurrents le voient sur le marché, ils disent c'est sensationnel, il n'y a plus qu'à le copier. On se trouverait avec ce paradoxe que le copieur aurait un prix de revient inférieur au créateur, puisqu'il n'aurait pas à amortir le coût de la recherche qu'il a fait. Donc, la justification du brevet est incontestable. Et toutes les sociétés, depuis la République de Venise, ont compris que celui qui prend des risques, d'une certaine manière, il faut lui permettre de récupérer, en cas de succès, parce qu'il y a beaucoup d'échecs, les risques qu'il a pris. Ça, c'était sur votre première question. Peut-être, oui, Didier. Donc, je suis bien évidemment complètement d'accord avec ça, mais il est en train de se passer quelque chose qui est intéressant, c'est que dans certains domaines, la progression technologique, et c'est très vrai dans le monde du digital, est très rapide. À ce moment-là, la notion de brevet est beaucoup moins importante. Pourquoi ?
Parce que le brevet protège pendant 20 ans un produit qu'on peut, en quelque sorte, ou une innovation que l'on peut utiliser de façon exclusive. Mais si les technologies bougent à l'échelle de 6 mois ou d'1 an, on voit bien que la notion de 20 ans n'a pas grande importance. Et donc protéger quelque chose qui de toute façon sera dépassé dans 1 an ou 2, ça n'a pas la même valeur, entre guillemets, que protéger quelque chose qui va rester innovant pendant 20 ans. C'est le cas par exemple des médicaments dans le domaine médical. Et donc ce que l'on voit, c'est des domaines où les innovations technologiques ou les innovations d'organisation vont tellement vite que ça n'a plus d'intérêt de breveter, et c'est d'ailleurs pour ça que certaines sociétés, ce n'est pas par philanthropie qu'ils ouvrent leurs recherches, c'est parce qu'ils sont à l'affût de tout ce qui bouge, et ils savent qu'ils seront, parce qu'ils sont d'une position de quasi-monopole, les mieux capables d'utiliser les innovations des autres. Donc c'est bien le problème du monopole qui se pose, ce n'est pas le problème du brevet. Alors à ce moment-là, comme dans les innovations d'organisation, le gagnant, c'est celui qui va le plus vite à mettre en place le système. Ce n'est pas celui qui a trouvé le système. Et c'est d'ailleurs pour ça que ces grands, effectivement, ils sont complètement ouverts parce qu'ils savent que ce sera eux à la fin qui seront les plus rapides de mettre ça au niveau mondial sur le marché à la vitesse la plus grande. Voilà. Donc il faut comprendre que cette notion de brevet qui marche très très bien lorsque les technologies gardent de l'avance pendant longtemps est complètement obsolète lorsque les technologies sont plus rapides, d'où l'intérêt pour ces grands d'ouvrir le système à partir du moment où ils n'ont quasiment pas de concurrents et qui sont en situation de monopole. Et ça enchaîne parfaitement avec votre deuxième question, qui était l'open innovation. Et c'est certain que dès qu'on parle software, dès qu'on parle système informatique, les systèmes ouverts ont l'énorme avantage que des communautés entières les améliorent. C'est extrêmement difficile à l'intérieur d'une société de développer un logiciel, de le débugger, d'en faire un produit qui va bien marcher. Et vous voyez que c'est fabuleux d'avoir une communauté de gens qui vont vous envoyer un mail en disant « là, il y a un truc qu'on peut améliorer ». Donc là, il n'y a aucun doute là-dessus, vous voyez. Mais ça n'empêchera que vous créez un nouveau médicament, vous brevetez une nouvelle molécule antitumorale. Bon. Vous allez faire des tests de laboratoire, puis des tests sur animal, petit animal, grand animal, et vous vous rapprochez du test humain. Vos dépenses augmentent, et vous n'êtes pas sûr que ça va marcher. Peut-être que vous allez trouver que les effets secondaires sont terribles, que ça n'a pas d'avantage par rapport à ce qui existe. Ça va peut-être vous prendre 10 ans, 15 ans. Le brevet n'a que 20 ans. Et vous voyez que dans ce cas, exceptionnellement, la législation prévoit une extension de durée. Parce que 20 ans ne permettra pas au laboratoire de rattraper sur la molécule qui marche tout ce qu'il a perdu sur toutes celles qui ne marchent pas. Parce que pour une qui marche, énormément qui ne marche pas. Et donc, voilà un exemple où le brevet est fondamental. Et regardez la panique des laboratoires quand ils approchent de la fin de vie de leur brevet. On le connaît au jour près. Parce que tous les génériques vont arriver, le prix va être écroulé. Alors, il y a ce débat éthique. Est-ce que c'est juste qu'un laboratoire qui a conçu une nouvelle molécule qui est capable de soigner des gens, est-ce que c'est éthique qu'ils la vendent dans des pays qui ne peuvent pas payer le prix que les pays industrialisés peuvent payer, ce médicament? Est-ce juste que des gens meurent alors qu'ils pourraient être sauvés? Bien évidemment, la réponse est non, ce n'est pas juste. Si des gens peuvent être soignés par un médicament, c'est scandaleux de ne pas leur donner ce médicament. Mais la question est, est-ce au laboratoire qui a innové d'assurer, entre guillemets, ce service humain, éthique, ou est-ce à la collectivité de dire, ce laboratoire a pris le risque, il a eu peut-être 9 échecs, il a eu un succès, il n'est pas anormal qu'il refasse sa santé économique sur ce succès. Par contre, c'est à la collectivité d'assurer que n'importe quel patient puisse accéder aux soins. Donc ça, c'était sur le côté ouvert
Et la pluridisciplinarité, qui était votre troisième question, évidemment, beaucoup d'innovations aujourd'hui se font par mélange de cultures. Le mélange des cultures, c'est vraiment une source d'innovation. Je cite souvent l'exemple de Stanford. Stanford a créé ce qu'on appelle le Biodesign Center, où il y a des médecins, des chirurgiens, des designers, des ingénieurs, des informaticiens. Tous ces gens travaillent ensemble. Évidemment, ils vont découvrir des choses que spontanément l'un ou l'autre n'aurait pas fait. Alors il y a un sujet, une quatrième question que vous n'avez pas posée, mais qui agite le monde des brevets. Que va-t-on faire lorsqu'un robot aura fait une invention? Qui sera le propriétaire? Aujourd'hui, il y a 4 critères de brevetabilité. La nouveauté absolue, bien sûr, on ne peut pas vous donner un monopole sur quelque chose qui existe. L'inventivité, on ne va pas vous donner un monopole sur quelque chose d'évident. L'utilité industrielle, on ne peut pas breveter un théorème mathématique. Par contre, on peut breveter des procédés qui utilisent ce théorème. Et puis, ça ne doit pas être contraire à la loi et aux bonnes mœurs. Ça, c'est en général extrêmement facile à tourner. J'avais un étudiant qui était venu me voir qui avait inventé un sextoy. Il voulait savoir si c'était brevetable. Je n'étais pas expert du domaine, mais je me suis renseigné et ça semblait être un marché assez intéressant. Donc je lui ai conseillé de progresser, mais de ne pas intituler son brevet dispositif pornographique, mais de l'intituler dispositif d'amélioration du bien-être. Donc ce problème n'est pas. Mais vous voyez le quatrième point. Donc ces 4 critères, on peut très bien imaginer un robot qui fait un nouvel objet qui satisfait à ces 4 critères. Eh bien, c'est une vraie question qu'on se pose actuellement dans le monde de la propriété intellectuelle. Qui sera propriétaire de cette invention? Daniel Couturier, vous vouliez rebondir avant qu'on ouvre les questions à la salle? Juste pour rebondir sur le problème de la protection des nouvelles molécules par les brevets, et effectivement, leur durée de 10 ans pour refaire effectivement les provisions financières qui ont été nécessaires à la mise en place de cette nouvelle molécule, et le fait que l'apparition des génériques est une véritable appréhension. Mais on voit apparaître, est-ce que ça n'est pas contourné par la création de ce qu'on appelle maintenant les biosimilaires, qui consistent finalement à copier discrètement la molécule active qui est connue et à en le mettre sur le marché à un coût inférieur. Est-ce que cette notion des biosimilaires qui tente à se développer en raison du coût économique des médicaments n'est pas un contournement de la protection par les brevets? Non, je ne crois pas. Je crois pas. Sur ce point-là, je vais reprendre. C'est le deuxième critère qui est important, qu'a cité Jacques. C'est le critère d'inventivité. Le critère d'inventivité, il est basé sur est-ce que l'homme de l'art, ça veut dire un autre chimiste ou un autre biologiste, trouverait effectivement différenciant l'approche. Donc si l'homme de l'art dit « Ah oui, mais cette molécule, elle est effectivement, c'est évident qu'elle marchera aussi parce que vous avez juste mis un méthyle quelque part qui ne sert à rien », et normalement, sur le critère d'inventivité, le brevet devrait être rejeté. C'est-à-dire que, alors ça ne l'est peut-être pas tout le temps, mais c'est le critère d'inventivité qui doit faire tomber de telles pratiques. Il est capital de le respecter parce que mais il n'est pas toujours respecté, mais il devrait. Ce contournement est extrêmement périlleux. Oui, je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup. On va passer à la dernière partie de ce débat. Donc c'est les questions qui sont ouvertes à la salle. Donc je vous invite à lever la main comme le fait le jeune homme là-bas pour pouvoir la poser. Est-ce qu'on a un micro qu'on peut faire tourner? Oui. Parfait, merci beaucoup. Excuse-moi, là-bas. Oui. Merci. Ça marche? Oui. Bonjour, donc j'ai une question, désolé de revenir sur les GAFA et l'intelligence artificielle, mais c'est un truc qui m'intéresse. En gros, là, ils sont en train d'ouvrir des laboratoires de recherche en intelligence artificielle en France et à Paris. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt une fuite de cerveau néfaste, puisqu'ils recrutent vraiment pas mal de chercheurs du monde académique en France,
Ou alors est-ce que c'est plutôt bénéfique parce que ça peut améliorer l'écosystème et amener des fonds pour la recherche? Oui. Alors là, on est sur un véritable problème qui d'ailleurs n'a pas été correctement abordé, de mon point de vue, par le président de la République lorsqu'il a fait la présentation du rapport de Cédric Villani sur l'intelligence artificielle. Il s'avère que la France, dans ce domaine-là, est d'un point de vue universitaire ou académique assez forte. C'est-à-dire que nous avons historiquement en France des chercheurs, on va les appeler en mathématiques appliquées ou en informatique, qui sont très reconnus et très bons et qui ont une reconnaissance internationale très forte. La plupart de ces chercheurs sont à l'INRIA, à l'université, dans des organismes publics de recherche. Et évidemment, l'appel énorme qu'il y a aujourd'hui des entreprises de ces compétences pour les intégrer au monde de la recherche de l'entreprise font qu'ils sont démarchés à des salaires et à des avantages qu'ils n'ont pas évidemment dans le domaine public et qui créent deux types de problèmes. Le premier, qui est plutôt bien pour la France, aidé par le crédit impôt recherche, le fait que des grandes sociétés internationales viennent installer leurs laboratoires de recherche en France, à la fois parce que la France est un pays d'accueil pour la recherche plutôt favorable au niveau de la recherche industrielle, et qu'en plus les compétences qui existent dans le domaine sont élevées. Ceci dit, ça n'a pas que des avantages. Et les deux inconvénients auxquels il faut penser, c'est que, premièrement, ça dépouille le monde académique de cerveaux qui forment des cerveaux, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement les personnes qui s'en vont, c'est leur capacité d'avoir des étudiants qui garderont le niveau de compétences qu'il y avait avant, et amélioré bien évidemment. Donc là, on est en train d'assécher une source de savoir en faisant ça. Et le deuxième inconvénient, c'est que, évidemment, comme il y a une dominance très forte d'entreprises américaines, et même si c'est une bonne chose qu'elles viennent s'installer en France, on retombe sur mon problème de monopole. Des autres sociétés ont beaucoup de mal à être en compétition pour le recrutement de compétences autour de l'intelligence artificielle dont ils auraient besoin, mais qui évidemment vont plutôt avoir les grands du domaine. Voilà, alors je n'ai pas de remède miracle, mais il faut être absolument conscient qu'aujourd'hui, ce phénomène d'appel au cerveau ayant travaillé, ayant des connaissances dans le domaine, en particulier en France, peut poser rapidement un énorme problème, à la fois de formation d'autres et de nouvelles compétences, mais aussi de amener ces compétences dans le domaine industriel à des industries qui sont moins attractives, entre guillemets, que les grands. Donc je pense que ça, on ne peut pas ne pas aborder le problème. Stéphane Malat, qui est professeur au Collège de France et un des grands noms de l'intelligence artificielle, en est totalement conscient et on est en contact avec lui pour voir comment on peut faire pour essayer d'alerter à la fois les industriels qui sont tout à fait vigilants sur la question, mais aussi les pouvoirs publics, sur le fait que ça ne veut pas dire qu'il faut tout empêcher, mais ça veut dire qu'il faut être conscient des conséquences de ce qui va se passer. Axel Tessandier, vous vouliez rebondir? Enfin, absolument. Enfin, on peut se réjouir de l'effet d'annonce voilà, des laboratoires d'intelligence artificielle, mais ça reste des entreprises américaines. Donc on est terre d'accueil, formidable. Mais ce serait bien, enfin, j'aurais bien aimé le mouvement inverse. Et effectivement, la fuite de cerveau, elle se fait en fait chez nous. C'est-à-dire que ce que ça me fait penser, vous regardez un peu Netflix ou pas? Vous connaissez la série Chef Table? Ça vous dit quelque chose ou pas? Ah, il faut regarder, c'est génial. C'est des Chef Table. En fait, ils vont voir les meilleurs chefs du monde, voilà, chez Bouli, etc. Et en fait, ça m'a marqué parce que à chaque fois que vous créez quelque chose dans la cuisine d'un grand restaurant, et donc si c'est un commis ou le deuxième, il lui dit: est-ce que tu es prêt à ce que ça appartienne à ma cuisine, ça appartienne à mon restaurant? Et lui, il dit: bah, je suis en formation, je suis en train de me former avec les meilleurs, donc bah, je te le donne. Bah, c'est un peu la même chose. Il se dit: bah, là, je suis au laboratoire de Google, c'est génial, bah, c'est à nous ça. T'es prêt à nous? Ben oui, ok. Vous voyez, tu vois, les parallèles a l'air moins idiot au début. Là, je vous ai vu rire. Je me dis: oula, où est-ce qu'elle part? Où va-t-elle? Et non, j'ai pensé, je me dis,
c'est la même chose. Ils sont quand même en train de donner, voilà, c'est ce dont vous parlez. Après, est-ce qu'on peut se réjouir? Effectivement, ça va créer de l'emploi, ça veut dire qu'il va y avoir des choses qui sont faites ici, et c'est intéressant, mais le monopole, on devient un peu, si on est une colonie digitale des GAFA. Alors après, moi, je ne crois pas du tout il faut créer un Google européen ou un Google. Ça, c'est idiot. Cette bataille-là, elle est déjà perdue, en fait. Moi, je pense toujours, software is eating the world, c'est fait. C'est eux qui l'ont pris, c'est eux qui l'ont. Il faut arrêter. Moi, je ne supporte pas être la nouvelle Silicon Valley. Silicon Valley, déjà, en soi, le mot veut dire quelque chose. Il est lié à l'histoire de cet endroit. Donc, il faut vraiment plutôt aller sur ce qu'ils n'ont pas encore pris. Donc, moi, penser le nouveau Google. D'ailleurs, on a essayé avec l'Allemagne, ça n'a pas marché. Donc, par exemple, la blockchain, des choses comme ça me semblent plus intéressantes, surtout que c'est assez dans notre ADN, le fait de distribuer et que le pouvoir annule le pouvoir. donc du coup, voilà, c'est peut-être aussi intéressant de penser à ça au-delà des effets d'annonce sur les laboratoires d'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Une autre question de la salle? Bonjour. Tout d'abord, merci à vous 5 pour vos opinions très intéressantes. J'ai une question très candide sur l'angoisse du créateur. Je me dis que quand on a une idée, on se dit que quelqu'un travaille dessus quelque part, qu'on n'est forcément pas le premier. Les idées sont nombreuses, mais on ne se sent pas en force. On se dit que soit quelqu'un est en train de développer cette même idée à Berkeley, à Stanford, et si ce n'est pas le cas, ça veut peut-être dire que c'était pas tant que ça une bonne idée. Vous avez vécu ça? Comment l'avez-vous dépassé? Moi, je peux raconter une anecdote. J'ai eu beaucoup d'étudiants dans ma vie, et les étudiants étaient préoccupés par le fait qu'on leur vole leurs idées. Alors moi, j'ai toujours dit que j'aurais bien aimé qu'on me vole mes idées, et on ne les a probablement pas assez volées, parce que ça veut dire qu'elles n'étaient pas bonnes. Donc la première des choses à faire, c'est de suivre son idée. Il n'y a aucun risque, il y a un risque zéro à s'empêcher de suivre ses idées. Donc, quand on a une bonne idée, on ne sait pas si elle est bonne ou pas. Ce qui dira si elle est bonne ou pas, c'est la réalisation. Donc, elle est toujours bonne. Ensuite, l'histoire dira si ça marche ou si ça ne marche pas. Mais il n'y a pas d'idée, il ne faut pas censurer ce qu'on a envie de faire au niveau des idées. Il faut réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Moi, je pense que le doute fait vraiment partie des plus grands créateurs et des plus grands innovateurs. Ça m'angoisse toujours quand quelqu'un me dit « mon idée est géniale », ça va le faire et personne n'y a pensé avant. Généralement, c'est pas très très bon signe. Les plus grands créateurs sont des gens qui doutent en permanence et qui, je trouve ça plutôt sain, en fait, de se poser ces questions. Effectivement, une idée, c'est rien. Je sais qu'on a toujours le réflexe contre-intuitif de protéger l'idée, c'est l'exécution qui fait toute l'idée. Une fois, on m'a dit... quelqu'un qui avait été copié me dit, moi de toute façon on peut me copier mais on ne peut pas prendre l'âme de ce que je fais. L'âme, c'est mon équipe, comment on le réalise, ce qu'on en fait. Et puis sur le fait d'avoir une idée, everything is a remix, comme dit la vidéo, la musique, il y a toujours les mêmes notes, sauf qu'on ne les agence pas de la même façon et ça crée toujours des chansons différentes. Donc ça, de toute façon, il ne faut pas avoir peur de se dire quelqu'un y a pensé avant moi. Et encore une fois, moi le doute, je pense que c'est en tout cas... Pour moi, c'est un moteur. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est mauvais, qui est mauvais signe, en fait. Oui, j'ai la même réaction, c'est-à-dire ne vous bridez pas vous-même. Vous avez envie de faire quelque chose, vous pensez que c'est utile, que ça va améliorer un service, que ça va améliorer un produit, alors il faut y aller. Vous avez deux types, au fond, d'idées, des idées de service ou des idées techniques. L'idée technique, ça peut être un nouveau matériau, un nouveau dispositif, un nouvel objet. S'il s'agit d'une idée technique, vous pouvez assez facilement, avec les bases de données actuelles, regarder si ça existe. Comme le disait Axel, on vit dans un monde déjà avancé, où beaucoup de gens ont réfléchi, où il y a beaucoup de choses qui existent. Ça ne doit pas brider, mais il faut regarder. Est-ce que ce n'est pas la peine de passer 1 an, 2 ans sans avoir regardé si d'autres l'avaient déjà fait? Donc, sur le service, c'est plus délicat parce que les bases de données sur le service sont beaucoup plus difficiles d'accès. Là, à San Francisco, en ce moment, il y a un service qui est en train d'exploser depuis 2-3 semaines. Ce sont les trottinettes en libre service. Bon, c'est une idée géniale. Le business model est génial. Ils ont eu une innovation
de business model génial, parce que vous savez que le gros problème, c'est qui va les recharger, qui va les entretenir, tout ça. Et là, ils ont eu l'idée géniale de payer celui qui la recharge. Vous voyez une trottinette dans la rue, vous la prenez pour la charger, vous allez toucher $1. Donc c'est un espèce de système. Alors c'est San Francisco. C'est en train d'exploser. Là, il paraît qu'il y a des trottinettes partout qui arrivent. Ça, c'est une idée de service. Vous ne trouverez pas, une fois qu'ils auront pris place sur ce marché, ils seront indéboulonnables. Parce qu'ils ont... S'ils vont vite. Or, ils ont levé 100 millions à l'américaine. Il y a pas longtemps. Donc, cet argent va leur permettre d'aller vite pour être le premier. Mais ça veut dire que, à la fois des idées de service, comme pour des idées d'innovation, le monde est ouvert. C'est tout récent, leur boîte. Donc, on aurait pu se dire, mais c'est fini, les idées d'innovation, de mobilité électrique, tout le monde en parle, tout le monde en fait. Eh bien non, il est possible d'innover, vous voyez. Donc ne vous bridez pas, mais regardez ce qui se fait. Juste pour conclure, il y a, quand les nouveaux employés, quand ils arrivent chez Facebook, ils reçoivent un petit livret qui s'appelle le petit livret rouge, pour l'ironie. Et sur une des pages du petit livret rouge, il y a marqué « Si on n'invente pas ce qui va tuer Facebook, quelqu'un d'autre le fera pour nous ». Donc en fait, ils pensent toujours comme ça, de cette façon-là qu'une idée, c'est jamais terminé. Et autre chose, plus personnelle, si jamais les doutes viennent de gens autour de vous qui vous disent « ça ne marchera jamais », ça aussi c'est plutôt bon signe. Parce qu'une fois, quelqu'un a dit « si tout le monde trouve ton idée géniale dès le départ, c'est que tu es dans une file d'attente ». Ouais. Ça veut dire qu'en fait, tu ne déranges, tu ne disruptes pas grand-chose, tu n'innoves pas vraiment, parce que quand c'est vraiment nouveau, aucun de nous a le réflexe du changement. Aucun. Le réflexe va être plutôt le confort. Après la mort, le déménagement et le divorce sont les deux choses qui font le plus peur à l'être humain. Donc, pour te dire à quel point c'est pas évident pour nous de bouger les choses. Donc, quand tu as vraiment une idée, le réflexe, si tout le monde te dit ça ne marchera jamais, là tu dis ah, je tiens quelque chose. Et ça c'est quand même très bon signe. Je dis parce que moi je l'ai beaucoup entendu, notamment quand je me suis lancée auprès du président de la République. On m'a dit mais tu es dingue, ça sera Monsieur 5%. Hein. Et je me dis ah, je tiens une innovation là, à mon avis. Donc voilà, ces doutes-là, s'ils viennent de l'entourage, tu peux aussi t'en nourrir d'une autre façon. Didier, vous vouliez rebondir? Oui, une anecdote, c'est Jacques a expliqué pourquoi et comment Nokia était mort. Je peux expliquer comment Nokia a été créé et pourquoi. Et ça rejoint tout à fait la question. Donc Nokia a été la première entreprise qui a mis le téléphone mobile à la disposition de la masse. Quand il a fait, on savait faire des téléphones mobiles depuis 40 ans. Toutes les compagnies téléphoniques savaient qu'ils pourraient technologiquement faire un téléphone mobile. Et toutes les entreprises téléphoniques avaient fait ce qu'on appelle des enquêtes consommateurs, des enquêtes de marché. Et quand ils faisaient une enquête de marché, les réponses qui leur revenaient, c'était... Donc ils posaient la question à des gens comme nous, est-ce que vous avez besoin d'un téléphone mobile dans votre poche? Et la réponse unanime des enquêtes de marché, c'était non. On n'a pas besoin de téléphone parce qu'on en a un à la maison, on en a un au bureau, on peut en avoir éventuellement un dans la voiture. Et puis d'ailleurs, le téléphone, il m'emmerde, j'ai pas envie de téléphone dans ma poche. Et donc, en demandant aux gens, qui étaient les consommateurs, la conclusion était le téléphone mobile n'a pas de marché. Et la raison pour laquelle Nokia l'a lancé, il y en a deux. La première, c'est qu'ils étaient finlandais. La Finlande est un vaste territoire et l'équiper en téléphonie classique, c'était un peu compliqué. Mais surtout, c'est qu'ils ont fait réfléchir des sociologues, on revient au côté humain des choses, et très rapidement, ils se sont rendus compte qu'en fait, la différence essentielle d'un téléphone mobile et d'un téléphone fixe, c'est que, alors que dans un téléphone fixe, on téléphone à un lieu, un téléphone mobile, on téléphone à une personne. Et que, en fait, c'est sociologiquement ça l'innovation, c'est pas le fait d'avoir un téléphone mobile. C'est pouvoir se connecter, d'ailleurs, c'était le slogan de Nokia, Connecting People, c'était le fait de connecter des gens. Voilà. Donc, exemple, quand tout le monde vous dit non, effectivement, des fois, il y a de bonnes idées. Et Axel aurait été là, il y aurait une troisième raison qui est, oulala, il n'y a pas de marché, du coup on y va, quoi. Sensiblement. Merci beaucoup, merci à tous. Est-ce qu'on a la possibilité de terminer le débat avec 1 minute chacun de conclusion? Avec quelle idée est-ce que vous voudriez laisser le public aujourd'hui?
Je vais me lancer parce que moi j'ai beaucoup appris juste en étant avec vous tous. Je me sentais comme le cheval de Troie au milieu des rechercheurs. Non, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le mot curiosité, qui est beaucoup revenu. Et je pense que c'est quand même la clé. Moi, je crois qu'on avait parlé beaucoup de moyens, de politique publique, etc. Mais non, finalement, on a beaucoup parlé d'humain pendant ce débat. Et je trouve que c'est superbe et c'est probablement la vérité. Même dans une révolution numérique, on y revient. Ce qui fait la recherche, c'est les chercheurs. Ce qui fait qu'elle va être grande, qu'on va faire des grandes choses, c'est la curiosité, l'esprit critique, le collectif, dont vous avez beaucoup parlé. Et comme je voudrais une petite note patriotique, moi je pense que la France a beaucoup de choses à faire, parce que quand on parlait des arts et de l'humain, des arts et de la technologie, moi il y a un premier pays qui me vient en tête, c'est le nôtre. Là-dessus, moi j'ai vécu dans un endroit qui était quand même très monolithique, où tout le monde faisait la même chose. C'est comme si vous preniez le métro et tout le monde travaillait dans la même industrie. C'est ça la Silicon Valley. D'un coup, vous rentrez en France et on est ici, exactement, et vous avez des scientifiques, vous avez les arts, des gens qui travaillent dans la mode, dans les arts, dans les sciences. Et ça, c'est une vraie recherche, une vraie richesse pour innover, pour rechercher. Et moi, je suis persuadée que si cet avenir-là, on le veut, si on a la curiosité, on a des atouts que personne n'a. Et je ne parle même pas de l'Europe, de cette diversité et cette multiplicité de cultures qu'on a aussi autour de nous. Donc curiosité, je ne vais pas revenir dessus, mais aussi entreprendre, ne pas avoir peur d'entreprendre. Le fait de se coupler au réel et de tenter quelque chose, même s'il doit y avoir un échec à la clé, est un enrichissement. Et donc, on voit, et je vais être un peu d'accord avec Axel sur le fait qu'en France, on a d'abord des atouts fantastiques, mais aussi on fait des progrès sur nos faiblesses. La peur de l'échec, ou la stigmatisation de l'échec, qui a été pendant longtemps en France un inhibiteur de l'entreprise, d'entreprendre, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on est en train quand même, quelque part, de passer par-dessus. On a moins peur d'échouer, on encourage les jeunes à apprendre de leurs échecs, et j'en juge par quelque chose qui est un signe très fort, qui est qu'une entreprise aujourd'hui, non seulement ça ne lui fait pas peur d'embaucher quelqu'un qui a été un start-upper et qui n'a pas réussi, mais c'est même considéré comme un plus. C'était absolument inimaginable il y a 20 ou 30 ans. Voilà. Donc on fait des progrès, on n'est pas très bon, mais on se soigne. On me fait signe qu'on doit évacuer la salle, donc je vous invite à conclure avec quelques mots chacun. Alors, quelques mots pour encourager ceux qui ont envie. Pensez l'équipe, ne pensez pas que vous savez tout faire seul. Acceptez les risques, donc acceptez l'idée que peut-être ça va échouer. Lorsque c'est possible, protégez avec des brevets, ça vous protégera de la concurrence et ça vous permettra de lever des fonds. Quelques petits ingrédients simples comme ça et tentez l'aventure. Vous ne dormirez pas, vous vous fâcherez avec vos copains parce qu'ils ne vous vont plus, votre copine parce qu'elle ne vous voit plus et tout, mais vous allez vous éclater. Et bon. Moi, je voudrais reprendre la parole de Orwell qui disait « Quand on me présente un progrès ou une innovation, je me pose de savoir si c'est un progrès pour l'humain ou si ce n'est pas un progrès pour l'humain. » Donc je pense que, ayez en tête cette façon de penser, je crois que c'est une chose très utile dans l'ambiance où nous sommes. Alors, puisqu'on est dans les citations, moi j'en ai une que j'aime beaucoup, c'est une citation de Pasteur qui dit « La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés ». Et je pense que c'est quelque chose qui est important. Je pense que puisque je représente une institution, l'université, le rôle de l'université ou des pouvoirs publics, c'est pas, comme disait au début, genre pour reprendre ce que disait Didier Roux, c'est pas de créer des objets, des machins et des structures, c'est de créer les conditions pour que ces esprits puissent s'épanouir et faire en sorte que l'innovation avance. Voilà, c'est ça que je voulais dire pour conclure. Daniel Couturier, Frédéric Dardel, Axel Tessandier, Didier Roux et Jacques Levener, merci beaucoup pour aujourd'hui. Et très bonne journée à tous.